Bienvenue dans le podcast Marketing Mania. Aujourd'hui, dans l'émission, j'accueille Olivier Roland, quelqu'un qui est bien connu des gens qui ont passé un peu de temps sur Internet depuis les 5 à 10 dernières années. Et il y a un moment pour moi qui a changé l'image que j'avais d'Olivier Roland. C'était quand l'année dernière, j'étais de passage à Paris et j'ai vu quelque chose que j'aurais jamais cru voir. C'est que j'ai vu une affiche dans le métro pour le bouquin d'un blogueur. Et le blogueur en question, bien sûr, c'était Olivier Roland. Le livre s'appelle « Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études ». Et c'est un bouquin qui a cartonné et qui a permis à Olivier de propager son message bien au-delà de la sphère habituelle du milieu web marketing. J'en parlais avec un ami l'autre jour et on se disait que voilà, le moment où tu as ton bouquin dans le métro, c'est le moment où tu es sorti du ghetto du milieu web marketing, où tout le monde est très bien connecté, où tout le monde se connaît, où on connaît les grandes figures, mais c'est un truc qui est totalement hermétique pour le grand public. Et donc, du coup, j'ai voulu parler avec Olivier de ce processus, de là où il en est aujourd'hui, de comment est-ce qu'il a écrit son livre et comment est-ce qu'il a amené son livre à être un tel succès. Donc, ce que vous allez apprendre dans cet épisode, c'est d'abord la méthode de management d'Olivier pour travailler en équipe sans sacrifier son style de vie, la manière dont il utilise des procédures et les conseils pratiques sur comment est-ce que ces procédures sont mises en place, comment est-ce qu'il les crée, comment est-ce qu'il les améliore, comment est-ce qu'il donne aux gens la responsabilité de les maintenir. On parlera aussi bien sûr de la question du livre. Pourquoi écrire un livre chez un éditeur traditionnel ? L'indice, bien sûr, que ce n'est pas pour gagner de l'argent. On parlera un petit peu des chiffres en termes de royalties sur un éditeur traditionnel versus un éditeur, versus un livre auto-édité directement sur Amazon. Et vous allez voir que c'est le jour et la nuit. Et pourtant, il y a de bonnes raisons de passer chez un éditeur traditionnel. Et Olivier va nous expliquer pourquoi. On parlera aussi des techniques marketing que Olivier a utilisées pour promouvoir son livre, qui sont évidemment applicable bien au-delà de simplement l'édition et de comment est-ce qu'il a fédéré sa communauté, comment est-ce qu'il a créé une vision autour du produit. Et en bonus, pour terminer l'épisode, on aura une petite anecdote d'Olivier sur le jour où il a rencontré le pape ultime du milieu de l'entrepreneuriat web, Tim Ferriss lui-même. Sur ce, sans plus de transition, je vous propose d'écouter ma conversation avec Olivier Roland. Salut Olivier, bienvenue sur le podcast. Salut, merci de m'avoir invité. Bon, pour les gens qui ne te connaissent pas, il ne doit pas y en avoir tant que ça, mais est-ce que tu peux te présenter un peu ce que tu fais ? Oui, écoute, donc j'aime bien dire que je suis un prof de liberté. Je partage sur le web via ma chaîne YouTube, mes blogs et aussi mes formations à comment être libre et heureux, hein, en gros, à la fois dans sa tête et aussi matériellement. Et pour moi, ça passe avant tout par l'entrepreneuriat, parce que quand l'entrepreneuriat c'est bien fait, ça peut vraiment être un super véhicule pour avoir davantage de liberté, y compris une liberté géographique impressionnante, parce que quand tu as un business sur le web, tu n'es pas obligé d'aller quelque part, donc tu peux aller partout où le cœur t'en dit. Donc, on parlera de tout ça. Tu fais partie de ces gens où moi, quand j'ai commencé sur le web, tu étais déjà très, très bien installé. Et tu fais partie de ces gens, c'est drôle, en regardant les interviews que tu avais fait, qui ont découvert la semaine de 4 heures dans le même contexte que Tim Ferriss, si tu veux. Tout le monde a découvert la semaine de 4 heures, il s'est dit, je vais lancer un business. Alors qu'en fait, quand Tim Ferriss l'a écrit, lui-même, il avait un business et il cherchait justement à l'automatiser, à s'en sortir. Et toi, tu étais un peu dans cette situation quand tu as lu le bouquin, c'est ça ? Exactement. J'étais même dans une recherche déjà depuis plusieurs années d'une solution pour sortir de cette prison que je m'étais créée, parce que c'est tout le paradoxe. C'est que ma première entreprise, moi j'ai créé ma boîte à 19 ans. J'aime bien dire que j'ai un bac moins 2 puisque ma première boîte, je l'ai créée en 2000, donc okay. Ça commence à dater un peu. J'ai arrêté l'école en 99, voilà. Et c'était génial, tu vois, une expérience extraordinaire pendant plusieurs années. J'étais à fond dedans. C'était mon bébé, c'était ma manière pour moi aussi de devenir un adulte, parce que j'ai tout en même temps. Hein. J'ai quitté mes parents, trouvé mon premier appart, trouvé ma première copine aussi. J'ai tout en même temps avec ma boîte. Et le truc, c'est qu'au bout de quelques années, j'en ai quand même eu marre d'avoir un énorme déséquilibre dans ma vie, parce que comme beaucoup d'entrepreneurs, je travaillais 60-70 heures par semaine. Et au bout d'un moment, je me suis dit, OK, c'est génial, mais j'aimerais quand même avoir aussi un peu plus de temps libre. Après tout, je suis quand même jeune. J'ai envie de faire d'autres trucs. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait, cette boîte que j'avais créée pour devenir libre, c'était ma seule source de revenus. Je voyais pas comment la vendre. Je voyais pas comment diminuer mon temps de travail sans mettre en péril la rentabilité de l'entreprise. Et je voyais pas non plus comment… si tu veux, je pouvais même pas l'arrêter, parce que en tant que gérant d'entreprise en France, j'avais pas le droit aux acédiques. Et je me suis dit, waouh, en fait, je me suis créé ma propre prison.
je sais pas comment me sortir de ce truc-là. Et ça, c'était peut-être 5-6 ans après la création, et je me suis mis en quête d'une solution et j'ai pas trouvé pendant des années. Et quand j'ai découvert la semaine de 4 heures, ça a été waouh, l'illumination, parce que je me suis dit mais c'est ça que je cherche depuis tant de temps. Ça y est, j'ai enfin la solution, tu vois. Donc ça a eu vraiment un impact extrêmement fort sur moi, ce livre, et c'est ça qui m'a démarré dans mon voyage, qui m'a amené à avoir l'entreprise que j'ai aujourd'hui. Cette boîte que tu avais à l'époque, c'était une boîte de service, c'est ça? Ouais, service informatique, qu'à la fin, j'ai pivoté en partie pour la transformer en boîte de développement logiciel. Donc, on faisait des logiciels, notamment pour Peugeot, parce que voilà, bon, on pourra en parler peut-être, mais après que j'ai découvert la semaine de 4 heures, je me suis mis à lire d'autres livres pratiques. Je me suis rendu compte que la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie, c'est de ne pas lire de livres pratiques pendant 8 ans. Les 8 premières années de ma carrière d'entrepreneur, parce que je me sentais tellement intelligent, si tu veux, d'avoir créé ma boîte à 19 ans. J'étais là en mode, ouais, c'est bon. Et ça marchait en plus, c'est ça, ça marchait, ça faisait de Ouais, l'argent. ça marchait bien, oui, tout à fait. Bon, je faisais peut-être, oui, c'est ça. À la fin, j'étais à un quart de million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, par rapport à aujourd'hui, je trouve pas ça énorme. En tout cas, ça me permettait de vivre très bien. Je gagnais plus d'argent que tous mes potes qui, eux, avaient fait des études normales. Et voilà. Donc, c'était une belle aventure. Mais donc, je me suis mis à lire des livres pratiques et j'ai commencé à appliquer des choses dans mon entreprise, et notamment, je me suis dit comment je peux, voilà, sortir un petit peu de cette boîte, l'automatiser un peu plus et la faire pivoter sur un business model plus de développement logiciel. C'était quelque chose de plus intéressant, de plus facile à automatiser que juste du service. Et du coup, cette boîte, qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui? En fait, donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé donc à me mettre, à avoir une stratégie web. Donc, je vais faire un petit résumé, sinon ça va être un peu hors contexte, parce que donc quand je lis la semaine de 4 heures, donc voilà, je dis ça en un week-end. En un week-end, ça révolutionne complètement ma manière de voir mon métier que je pratique depuis 8 ans. Je me fais waouh, ok, la grosse baffe quand même. Donc j'avais la joue droite complètement rouge, tu vois. J'ai pris la baffe du siècle. Et là, Tim Ferriss recommande plusieurs bouquins à la fin de son livre, y compris The E-Myth de Michael Gerber. Donc je lis ça 15 jours après. Et là, bam, deuxième baffe énorme sur la joue gauche, parce que dans The E-Myth, c'est quoi le E-Myth? C'est le mythe de c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. Michael Gerber, il décrivait exactement le problème dans lequel j'étais. Il dit, voilà, la plupart des entrepreneurs créent leur boîte pour devenir libres, alors qu'en fait, ils créent leur prison. Et il dit, c'est pour ça que c'est le mythe de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'en fait, la grosse différence, c'est que la plupart des gens créent leur job plutôt que de créer un business. Et c'est complètement différent. Et donc, quand je lis ça, je me dis, c'est dingue. Déjà, je réalise que je suis pas, en fait, le seul à avoir ce problème dans le monde, parce qu'avant, j'avais l'impression j'étais tout seul à avoir ce problème. Mais en fait, non, c'est un problème extrêmement courant. Et que, deux, il y avait des solutions. C'est parce que j'avais mal fait des choses, etc. Donc, tu as pris quoi comme action après avoir lu ces 2 bouquins? Et ça t'a pris combien de temps de transitionner sur une solution? Ouais, donc, très bonne question. Déjà, je me suis dit, OK, un des éléments clés de The E-Myth, qui d'ailleurs a été retraduit en français pour la première fois depuis les années 90 récemment par mon éditeur, l'édition Le Duc. Donc je crois que c'est le mythe de l'entrepreneur, tout simplement. Je recommande vraiment à tout le monde cette lecture. C'est un livre exceptionnel. Si tu veux, un des points clés du bouquin, c'est de dire, vous devez envisager votre boîte, même si c'est une petite boîte et que vous n'avez pas envie d'en faire un empire, vous devez l'envisager comme le prototype de votre réseau de franchise. C'est-à-dire que vous devez envisager tout dans votre entreprise comme si ça allait être dupliqué ailleurs. Et ça veut dire qu'en fait, du coup, tu vas rationaliser plein de trucs, tu vas réfléchir à tous les process, les documenter, comme si quelqu'un que tu connais pas du tout devait prendre demain ton business model et l'appliquer à Tombouctou, tu vois. Ou on va dire peut-être juste à Marseille ou dans une ville un peu éloignée. Et du coup, ça te motive à réfléchir finalement aux systèmes qui sont à l'intérieur de ton entreprise et à les faire fonctionner un peu mieux. Bon, pour donner un exemple concret, une des erreurs classiques que font les entrepreneurs dans leur boîte, c'est qu'ils n'utilisent pas une invention extraordinaire qui a complètement transformé l'humanité et qui a déjà quelques milliers d'années, puisqu'on parle de l'écriture. L'écriture, c'est ce qui a permis d'améliorer la transmission du savoir, d'améliorer la réflexion, et aussi ce qui a permis, par exemple, à l'Occident de devenir la puissance économique, scientifique qu'on connaît grâce à l'imprimerie. Et en fait, la plupart des entrepreneurs, encore aujourd'hui, transmettent leur savoir exactement comme les chasseurs-cueilleurs de l'époque préhistorique, c'est-à-dire uniquement par oral.
Ils expliquent, il y a un salarié qui va arriver dans leur équipe, ils vont tout expliquer de manière orale. Ils vont lui montrer sur leur écran, voilà, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. Et le problème, c'est que tu as tous les défauts inhérents à ce mode de transmission du savoir, à savoir que c'est facile d'oublier ce qui a été dit, on peut pas revenir en arrière, on peut pas reconsulter la chose, et aussi ça fait que la personne qui est détentrice du savoir dans l'entreprise, eh bien, tout le monde doit se baser sur elle et elle doit être disponible en permanence quand il y a des manques de savoir dans l'équipe, quand il y a des oublis, etc., etc. Donc, une manière très, très, très simple de déjà complètement transformer l'efficacité d'une entreprise et aussi toi, de t'extirper un petit peu de cette organisation et de l'organigramme et de faire en sorte que tu sois moins vital pour les membres de ton équipe, c'est de documenter les processus avec des procédures écrites. Et d'ailleurs, The EMI, ça a été écrit en 95 dans la 2e édition. Depuis, il y a eu quand même quelques innovations technologiques qui sont arrivées. Et je veux dire, aujourd'hui, la plupart des tâches qui sont faites dans une entreprise sont faites devant un ordinateur. Et ben aujourd'hui, c'est tellement facile d'enregistrer son écran avec des logiciels comme Camtasia. Donc, un truc très simple que les entrepreneurs peuvent faire, et c'est ce que j'avais commencé à mettre en place dans mon entreprise déjà il y a plus de 10 ans, c'est qu'à chaque fois que tu expliques quelque chose à quelqu'un sur comment il doit faire quelque chose sur un écran, tu enregistres. Ça te prend pas plus de temps que si tu devais le faire sans. Tu appuies juste sur le bouton enregistrer et du coup, tu as un enregistrement. La personne peut y revenir quand elle en a besoin. Elle peut revenir en arrière. Elle peut repasser des passages qu'elle n'a pas compris. Si jamais t'es pas là parce que tu es en vacances et qu'elle se rappelle plus d'un truc, elle peut regarder la vidéo à nouveau. Enfin, tu vois, d'un seul coup, tu as le savoir qui n'est plus seulement dans ton cerveau, mais qui est aussi disponible dans le cloud pour tout le monde. Et rien que ça fait une transformation énorme parce que tous les jours, tu te rends pas compte, mais tu as les gens qui te demandent des trucs, en fait, tu vois. Et là, quand tu fais ça, tu te rends moins indispensable et aussi tu rends l'organisation plus efficiente. Et après, la vidéo, elle a aussi des inconvénients parce que c'est moins facilement scannable qu'un document texte. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je demandais en fait à mes employés de regarder la vidéo et d'en faire une procédure écrite, tout simplement. Et on garde les deux dans le même dossier. Comme ça, en fonction de ce que tu veux voir, si tu veux voir par exemple qu'est-ce qu'il faut faire exactement à l'écran, tu regardes la vidéo. Si tu veux scanner rapidement pour trouver l'élément que tu cherches, tu regardes la procédure écrite. Le dossier, il existe d'un point de vue très technique, il existe dans quelle plateforme? Moi, je le mettais sur Dropbox, tout simplement. Ok. Et qui est responsable de maintenir cette architecture de processus, l'organisation, mettre à jour les procédures qui sont plus à jour, etc. Moi, je donne ça aux employés ou aux prestataires qui sont le plus concernés par la procédure en question. Et aussi, quand tu as comme ça un management qui est basé sur les process, ce qui est génial, c'est que quand une erreur est faite, tu n'as que deux possibilités. Soit la personne n'a pas suivi le process et c'est indiscutable, parce que voilà, c'est documenté, donc c'est elle qui a fait l'erreur et elle ne peut pas nier ça. Soit c'est le process qui a un problème. Et dans ce cas-là, c'est génial parce que tu modifies le process et le problème ne se produit plus. Sauf si la personne ne suit pas le process. Donc très très vite, tu arrives à une efficience, si tu veux, dans pas mal de choses qui est absolument génial et que la plupart des entrepreneurs qui se basent justement sur l'oral peuvent pas avoir parce qu'en plus de l'oral, c'est facile de pas vraiment se rappeler ce que tu as dit il y a une semaine. Tu vois, chacun va avoir son interprétation différente. C'est facile pour un employé de dire mais non, tu m'as dit ça, pas exactement ça, et toi tu ne sais plus vraiment, tu vois. Tandis que quand c'est documenté, c'est documenté. Il n'y a pas de contestation possible. Et c'est aussi important, c'est que quand tu fais ce genre de procédure, ça t'oblige à réfléchir à comment tu fais les choses. Et souvent, tu vois, dans une entreprise, c'est facile de faire le pompier, de toujours être à courir à droite à gauche, à éteindre des incendies. Et qu'est-ce qu'on veut dire par là, tu vois? Qu'est-ce que c'est éteindre des incendies? Ça veut dire que je prends pas le temps de me poser pour réfléchir concrètement à comment on doit faire les choses pour essayer d'être le plus efficace possible. Non, on fait ça un peu vite fait, sans vraiment, voilà, sans avoir réfléchi à la structure. Du coup, on est toujours en train de régler des problèmes sans s'attaquer au fond. Et quand tu fais des procédures, ça t'oblige à faire ça. Et ça, c'est aussi un avantage absolument énorme parce que des fois, tu te rends compte, tu te dis mais en fait, c'est complètement débile la manière dont on fait ça aujourd'hui. On peut faire ça à la place et c'est beaucoup plus efficace. Et au fur et à mesure que des erreurs sont découvertes dans la procédure et tout ça, tu améliores au fur et à mesure. Et donc, c'est un truc, c'est une évolution, quoi. Les procédures qui sont pas bonnes, soit elles s'adaptent, soit elles meurent en fait. Et au bout d'un moment, tu te retrouves avec une organisation qui est beaucoup plus efficiente. Moi, j'ai pas mal de procédures dans ma boîte et parfois, j'ai l'impression, tu vois, il y a une erreur qui est faite et tout. Et je m'aperçois, en fait, la personne, elle a suivi la procédure au départ pour apprendre comment faire et puis maintenant, elle le fait de mémoire.
comment est-ce que tu fais pour inciter les gens à soit toujours suivre la procédure, parce que c'est un peu chiant, si à chaque fois tu dois reprendre le document, tu as l'impression, ah, c'est bon, je le sais, je le fais pas, et au final, tu oublies des petits détails un peu débiles, fallait cocher tel truc, sinon c'est pas téléchargeable par l'autre mec, tu as des trucs un peu bêtes, mais comment est-ce que tu fais pour, j'imagine que c'est une question de culture, ou comment est-ce que tu fais pour que les gens reprennent à chaque fois ces procédures, ou tu vois, que les gens les suivent Oui, à la lettre. Enfin, à la lettre. écoute, c'est vrai que bon, personne n'aime vraiment suivre des procédures à la lettre. Hein. On est comme ça, on a envie de se sentir humain et pas robot. Bon, normalement, à partir logiquement, une procédure, tu la suis jusqu'à ce que tu maîtrises le processus et après, tu la suis plus. Mais déjà, un premier levier, c'est tout simplement que, en général, quand la procédure n'est pas suivie complètement, il y a des erreurs qui sont faites et ça se voit. Et c'est ce que je te disais, quand tu analyses ça avec la personne qui était censée mettre en place le truc, c'est indiscutable qu'à un moment, elle n'a pas suivi la procédure et elle peut pas se sentir bien, si tu veux, par rapport à ça. Donc, il y a une incitation déjà automatique dans le sens où si toi, t'es pas content du résultat et notamment, et que quand tu analyses, c'est parce que la personne, elle a loupé des étapes, tu peux être sûr que normalement, elle va s'en rappeler après et qu'elle va faire attention à ça. Tu vois. Après, tout simplement, un outil que tu peux utiliser, c'est tout simplement les checklists. Tu as des outils aujourd'hui sur le web qui te permettent, en fait, tu peux décomposer tes procédures en checklists avec vraiment, donc, dès que la personne, c'est une liste de tâches à cocher, de cases à cocher, et donc elle fait un truc, elle coche, elle fait un truc, elle coche, et ça marche très très bien parce que là, tu peux pas oublier. Il faut savoir que, par exemple, aujourd'hui, il y a des êtres humains qui sont dans des environnements. S'il loupe une étape, c'est pas compliqué, il meurt. Et exemple, la NASA, tu sais que pour les astronautes, quand ils font des sorties dans l'espace, je veux dire, c'est pas rien d'enfiler leur combinaison. Il y a des tas d'étapes super compliquées. Il faut pas louper. Je veux dire, ça arrive à tout le monde d'oublier un truc complètement stupide, tu vois. Je veux dire, ça nous est tous arrivé, je sais pas moi, de s'enfermer dehors parce qu'on a oublié nos clés à l'intérieur. Ça peut arriver à un astronaute d'oublier de mettre un gant. Tu vois, ou d'oublier de serrer une valve et sa combinaison elle est pas pressurisée. Tu vois, c'est débile, mais le problème c'est que dans ce genre d'environnement, ça pardonne pas, tu meurs quoi. Donc la NASA pour faire en sorte que les gens oublient pas, ils ont des checklists, c'est pas compliqué, ils checkent, tu vois. Voilà, bam, bam, bam. Et même ça évite pas les erreurs à 100%. Donc c'est un outil qui est vraiment utile. Exemple aussi, les avions. Moi j'ai pris des cours de pilotage d'avion. T'as des checklists pour chaque étape du décollage et aussi de l'atterrissage. Avant de décoller, tu dois vérifier chaque ligne pour voir que voilà, c'est pour être sûr qu'il n'y a pas de problème mécanique et que tu as bien mis en place toutes les actions nécessaires avant de décoller parce que le décollage, c'est le moment le plus délicat quand tu voles parce que tu es très très bas, donc tu as très peu de temps, tu voles à une vitesse très faible, donc c'est très facile pour toi de plus avoir de portance et de t'écraser comme une merde dans un arbre. Donc il faut faire très attention. Et d'ailleurs, il y a quand même eu des accidents malgré les checklists parce que, je veux dire, je me rappelle, en Espagne, il y avait eu un accident avec un avion avec 200 personnes, ils sont tous morts parce que les pilotes avaient simplement oublié de sortir les volets. Tu vois, les volets, c'est un truc que tu dois sortir au début quand tu décolles pour avoir davantage de portance parce que tu n'as pas assez de vitesse. Les mecs, ils ont oublié. Et le système, il y avait une malfonction et du coup, le voyant s'est pas allumé. Bon, bref, même avec les checklists, on peut encore faire des erreurs. Donc, c'est aussi ce que je veux dire par rapport à ce que tu me dis, c'est que tu peux pas éliminer complètement les erreurs, mais ça permet quand même de les réduire fortement et d'inciter les gens à suivre les process. Tu as dit qu'il y avait des outils pour gérer ces process-là et ces checklists. Tu en utilises un en particulier que tu peux recommander? Alors, j'en utilise pas justement parce que tu vois, le simple fait, moi j'utilise la version que je t'ai dit au tout début, à savoir quand il y a une erreur, on regarde si c'est la faute de la personne en général, elle va plus refaire la faute jamais, tu vois. Donc c'est assez rapide que finalement les personnes utilisent. Après c'est aussi à toi, tu vois, dans ton management, à être ferme par rapport à ça, parce que si tu laisses passer des trucs qui sont dans la procédure, les gens la respectent moins. Et tu veux que les gens respectent le process. Mais par contre, tu leur donnes aussi le pouvoir de changer le process en disant voilà, si on voit qu'il y a un problème et finalement le problème dans le process, il faut le modifier. Et tu dois aussi inciter les gens qui travaillent pour toi à d'envoyer des feedbacks, à te proposer des changements de process. C'est important. Et après, tu mets en place une période de test pendant, je sais pas, une semaine par exemple, où tu vas tester et voir ce que ça donne, tu vois. Parce qu'il faut pas non plus être dans un truc trop rigide. Tu as parlé tout à l'heure de ces idées de process et du fait de pouvoir répliquer ton business en franchise. Aujourd'hui, tu fais beaucoup de vidéos sur YouTube. Tu as quand même un business qui est pas mal tourné autour du contenu. Est-ce que c'est toujours applicable cette idée de tout ça peut être répliqué en franchise à Tombouctou? Alors, à la base, vraiment, cette idée dans The E-Myth, c'est une idée conceptuelle. Il dit, peu importe que vous vouliez vraiment faire une franchise ou pas, vous devez faire comme si.
Parce que l'avantage, c'est que justement, quel est l'intérêt d'envisager sa boîte comme le début d'une franchise? C'est que automatiquement, tu essaies de t'enlever du processus, en fait. Tu vois? Et ça, c'est important parce qu'au final, une des raisons premières pour lesquelles il y a tellement d'entrepreneurs qui sont complètement prisonniers de leur boîte, c'est qu'ils sont au centre de tout et ils s'enlèvent pas de l'organigramme, en fait. Ils s'enlèvent pas de l'organisation. Mais par exemple, sur ta chaîne YouTube, tu peux pas te retirer complètement de l'organigramme. Non, c'est vrai, mais alors justement, donc, je suis d'accord avec toi, surtout que je fais énormément de personal branding. C'est vrai, mais finalement, je mets en place des process où tu pourrais appliquer à une autre personne sans aucun problème. Tu vois ce que je veux dire? C'est en ça que c'est réplicable. Ouais. Par exemple, donc, pour parler de ma chaîne YouTube, j'ai un process très clair. Et c'est pour moi, avant, j'écrivais beaucoup. Quand je me suis mis à écrire mon livre, donc tout le monde a pas eu la chance de rater ses études, ça m'a pris 4 ans. Là, j'avais moins envie d'écrire des articles parce que j'étais vraiment focalisé sur mon bouquin. La vidéo pour moi, c'est aujourd'hui la manière la plus simple de créer du contenu parce que c'est quasiment toutes les étapes sont facilement délégables. Aujourd'hui, je peux te faire une vidéo qui dure 5 minutes, ça va peut-être me prendre, 7 minutes en tout et pour tout avec l'idée et le tournage et aussi en tout dans le process. C'est-à-dire que souvent, je demande autour de moi, tu vois, hier, là, en ce moment, je suis à Lisbonne. Hier, je mangeais avec une de mes élèves, Sandra, FM, et puis un infopreneur, Simon Caporossi. Je leur demande, voilà, imaginez que vous avez Olivier Roland à côté de vous. Qu'est-ce que vous aimeriez lui poser comme question? Tu vois, j'aime bien de dire ça. Et il me donne des questions et hop, je note ça dans mon Evernote et ça me donne des idées de vidéos. Après, je shoot ma vidéo, parce que ça me prend vraiment pas beaucoup de temps, j'ai l'habitude. T'en fais beaucoup à la suite, des vidéos comme ça, ou tu les fais une par une? Souvent, je batch. J'essaie d'en faire au moins 2, mais ça peut m'arriver d'en faire 4, 5 d'affilée, parce que voilà, c'est plus efficace, et puis t'es chaud, tu vois. Donc, et une fois que j'ai fait mes vidéos, je les mets dans le cloud, et à partir de là, mon équipe se charge de tout, en fait. Je vais mettre j'utilise Asana comme logiciel de gestion d'équipe. Je donne comme tâche à mon monteur vidéo je dis voilà, il y a tel fichier, voilà le titre. J'interviens juste pour donner le titre de la vidéo parce que c'est important pour moi, il y a du copywriting, etc. Et après, je lui donne une date limite. Et après, mon équipe s'occupe de tout. Lui, il va faire le montage, il va l'uploader sur YouTube. Ensuite, j'ai mon assistant Younes qui va préparer la vidéo en mettant les annotations, enfin les handcards, ce genre de choses, qui va mettre les tags, qui va mettre la description générique, etc., etc. Ensuite, j'ai un autre membre de l'équipe qui va ajouter une description unique, qui va rajouter des tags uniques. Et puis, donc, quand c'est préparé, ils mettent OK dans le titre, tu vois. Moi, je me connecte sur YouTube de temps en temps. Je check que tout va bien, ça me prend quelques instants. Je planifie la vidéo. Donc, finalement, tu vois, j'interviens au début et à la fin, et ça me prend extrêmement peu de temps. Pourquoi tu ne les laisses pas directement planifier la vidéo? Oui, effectivement, je pourrais, tu vois. C'est une des choses que je peux mettre en place. J'aime bien quand même contrôler vite fait pour être sûr que tout est OK. Mais effectivement, c'est vrai que tu vois que si j'analyse là juste de mémoire les 100 dernières vidéos, je pense pas que j'ai vu un seul problème. Donc effectivement, je pourrais confier à mon équipe le fait de planifier. Donc moi aussi, je fais pas mal de vidéos YouTube et là, c'est une question plus. Je voudrais brainstormer avec toi et tu me dis si tu as des idées par rapport à ma problématique. Donc, je fais pas mal de vidéos YouTube. J'ai essentiellement le même process que toi sur toute la partie post-production. C'est-à-dire qu'au moment où je finis d'enregistrer, c'est fini. Je vois plus cette vidéo et elle est partie et il y a une date qui a été déterminée, etc. En revanche, là où j'ai beaucoup plus de mal à déléguer et automatiser, c'est tout le process qui se trouve avant l'enregistrement. Moi, mes vidéos, elles sont très écrites. Il y a beaucoup de recherches, il faut une idée, etc. Et tu vois, là, je me retrouve face à un truc où en fait, les choses qui sont extrêmement techniques, carrées, fais ci, fais ça, procédure, etc., ça, j'ai réussi assez bien à le déléguer. Mais dès qu'il y a une tâche qui est un peu entre les deux, il faut faire de la recherche, il faut faire un truc créatif, j'ai beaucoup plus de mal à savoir comment en faire impliquer d'autres gens dessus. C'est possible et c'est probable que moi-même, tu vois, j'ai un blocage là-dessus en me disant non, mais c'est juste moi, je suis créatif, tu vois, j'ai les idées, etc. Et que du coup, j'ai une résistance là-dessus à amener d'autres gens dans le process. Est-ce que tu as des suggestions, des idées par rapport à ce concept-là? Oui, alors j'ai un peu moins d'expérience à partager sur le sujet parce que c'est aussi quelque chose que je suis en train d'explorer effectivement. Le challenge est différent parce que voilà, beaucoup de procédures, c'est surtout technique, donc c'est pas très compliqué à déléguer. Dès qu'il y a de la créativité qui est impliquée, tu rajoutes une couche de complexité. Faut savoir quand même que déjà, pour se rassurer, il y a énormément d'œuvres artistiques aujourd'hui très connues qui sont le fruit d'une collaboration. Je pense notamment aux séries télé.
Tu vois, le Oui. modèle des séries télé, moi j'essaie de m'intéresser à ça, la manière dont les showrunners ont une salle d'auteurs avec qui ils vont bosser, et ils vont balancer comme ça des idées, les différentes personnes, et en fait, la manière dont ils travaillent, c'est qu'ils ont des idées à l'origine et ils ont une espèce de réunion tous ensemble, et après, ils développent un peu leur concept, et il y a un mec qui va faire, bah toi, c'est bon, Michel, tu vas aller écrire le script, et ensuite tu nous le ramènes et on le discute tous ensemble. Et voilà, pour rebondir là-dessus, et à la fin, ils arrivent à en faire une œuvre cohérente dans les cas où ça marche, ils arrivent à faire une œuvre cohérente avec une vision, avec un arc narratif au cours de plusieurs saisons, etc. Et je me dis, mais mes vidéos YouTube, c'est moins compliqué que ça. Il n'y a pas autant de cohérence à avoir, tu vois. Donc je me dis, ça doit bien être possible, il doit bien avoir des modèles. Bah, là, dans ce cas-là, le modèle dont tu parles, il y a quand même une intégration très forte de l'équipe qui se sent vraiment impliquée dans le projet. Tu as aussi la méthode Léonard de Vinci. Faut savoir que la plupart, enfin tous les tableaux de Léonard, c'était loin d'être le seul à peindre ces tableaux, tu vois. Mais par contre, ce qu'il faisait, c'était que finalement, c'était le maître d'œuvre, l'architecte, le créatif. Lui, il faisait l'esquisse globale. Il avait la vision, si tu veux, globale du tableau, mais c'est pas lui qui peignait tous les détails. Donc, il laissait tous les trucs qui prenaient beaucoup de temps à ses employés, à ses élèves dans son atelier. Notamment, tu sais, peindre les cheveux, c'est un truc qui prend énormément de temps. Bah, lui, il se prenait pas la tête avec ça, tu vois. Donc, tu peux déjà faire ça. Tu as la vision globale et après, tu formes des gens à gérer très, très bien certains détails qui, autrement, te prendraient beaucoup de temps et qui te prendraient du temps sur le processus créatif. Donc, première solution. Sinon, ce que je suis en train d'expérimenter, là, tu vois, tous les lundis, en ce moment, je publie une vidéo, un résumé illustré de livres. Et j'ai aussi commencé à expérimenter, tu vois, les 10 conseils de telle personne connue pour réussir. Là, j'essaie vraiment de faire ce travail en équipe avec, donc, pour prendre l'exemple des livres illustrés, il y a quelqu'un qui va aller prendre une de mes chroniques sur mon blog des livres pour changer de vie, qui va le transformer en PowerPoint avec des instructions pour le résumer, pour faire en sorte qu'il y ait vraiment un tout cohérent. J'ai donc mon executive assistant Elisabeth qui va checker le PowerPoint, vérifier que ça correspond bien à ma philosophie, etc. Ensuite, moi, j'ai le PowerPoint qui est prêt, je le consulte et puis je vais tout simplement m'enregistrer en train de lire les bullet points et en faisant des commentaires, tu vois. Et après, il y a quelqu'un qui va aller illustrer la vidéo. Donc, tu vois, j'essaie d'expérimenter là-dedans et finalement, le processus créatif, bah, il vient déjà de la chronique à la base et aussi de ce que je vais dire en live pendant que j'enregistre la vidéo. Donc, une manière de fonctionner, tu vois, parmi d'autres. Je sais aussi discuter, je crois, avec un journaliste. C'était un journaliste qui me parlait d'un animateur de radio connu qui me dit, tu sais, il a des assistants qui l'aident, qui prémâchent le travail pour les émissions et tout ça, qui lui font des bullet points, des sujets importants, et puis après, il va savoir partir à partir de là, tu vois. Donc, tu peux avoir aussi comme ça des gens qui te prémâchent le travail, qui travaillent en mode bullet point, et à partir de là, toi, tu sais développer à partir de ça. C'est ce qu'on a actuellement sur le podcast là. C'est quelque chose que j'ai commencé à faire il y a quelques temps et maintenant on est assez bon là-dessus sur le podcast. C'est-à-dire que en fait là j'ai un document, je vais l'ouvrir, qui s'appelle Recherche Olivier Roland, qui fait 3 pages. Okay. Et avec un peu voilà, parce que moi je savais des trucs sur toi si tu veux, mais j'aime bien que quelqu'un me refasse tous les trucs et surtout qu'il aille voir tes interviews. Parce que j'ai pas envie de faire les mêmes interviews que tout le monde a fait. Et quand c'est quelqu'un comme toi qui en a fait beaucoup, j'aime bien qu'il aille voir les interviews et qu'il ressorte s'il y a des choses intéressantes, tu vois. Et ça fonctionne plutôt bien. Donc là, c'est un truc sur lequel moi j'ai fait du progrès parce que là, en gros, je pense que au lieu de passer 1 heure et demie à vraiment aller creuser dans ce que tu fais, etc., quelqu'un d'autre peut vraiment faire ce travail-là et me le ressortir sur un document en fait de 3 pages. Oui, exactement. La recherche, c'est un des trucs les plus facilement externalisables. Pour mon livre, donc tout le monde appelle la chance de rater tes études, il y a plus de 400 références scientifiques dedans. Clairement, j'ai pas pu les trouver moi-même. J'avais une équipe de 3 assistants de recherche qui m'aidaient là-dessus. Et voilà, ça c'est tellement facile de trouver des gens qui peuvent t'aider à faire des recherches, à compiler du savoir pour toi. Et je veux dire, aujourd'hui, tu peux tellement, enfin ça dépend du budget que tu as bien sûr, mais c'est pas trop dur de trouver des gens à des prix raisonnables sur Upwork. Et voilà, ce que je faisais, c'est que je donnais la même tâche à 2 ou 3 personnes de recherche. Ensuite, elles revenaient avec leur propre synthèse et je faisais la synthèse des synthèses. Tu vois, ça c'est intéressant parce que les gens, chacun va avoir son propre biais, sa propre approche, etc. Et tu veux pas non plus dépendre du point de vue d'une seule personne sur des recherches importantes. Et c'est bien d'avoir comme ça une multitude de points de vue. Et ce qui est intéressant, c'est de voir à la fois les points de convergence et les trucs où ça diverge. Et tu dis tiens,
ah, là, la personne n'a pas trouvé la même chose que l'autre. Qu'est-ce qui se passe, tu vois? Ouais. Et puis là, pour le coup, tu vois, on est dans la méthode un peu Léonard dans le sens où on identifie. Je pense que c'est vraiment le plus simple, c'est le 20-80. Tu identifies les démarches, les process techniques dans ta démarche de créativité, tu les délègues. C'est assez facile à faire. Tu as pas mal mentionné ton équipe. Est-ce que tu peux présenter un petit peu combien de personnes sont dans l'équipe et quel rôle est-ce qu'ils remplissent? Écoute, il faut que je réfléchisse pour savoir combien de personnes j'ai. Donc déjà, j'ai que, je dois avoir une dizaine de personnes, mais alors pas du tout à temps complet. Ça peut aller du temps complet ou du quasi temps complet à quelques heures par semaine. Donc en termes de personnes en temps complet, il faudrait que je calcule. Et c'est tous des freelances en fait. Je n'ai pas d'employés parce que j'aime bien avoir une structure agile. Et aussi, la manière dont je fonctionne dans ma boîte fait que ça attire avant tout des gens qui aiment la liberté, puisque j'aime bien dire que j'ai une entreprise asynchrone, parce que le concept de base, la fondation sur laquelle la boîte est créée, c'est que je ne demande pas et j'encourage pas les échanges en temps réel. Donc, on ne fait pas de réunion, on n'a pas d'appel téléphonique, on ne fait pas de chat. Tout se fait avant tout par Asana et parfois par email. Donc, c'est asynchrone et du coup, ça a énormément d'avantages. Le premier, c'est que tu n'interromps pas les gens. Les gens choisissent leur propre interruption et ça a été prouvé et reprouvé par la science que si tu veux, c'est le tueur numéro 1 du bien-être, de la productivité, de la sérénité, tout ce que tu veux, c'est les interruptions. Parce que voilà, quand tu es concentré dans une tâche et qu'il y a ton téléphone qui sonne, ça te casse complètement. On sait qu'il te faut 67 secondes en moyenne après, quand tu as été interrompu, pour revenir dans la tâche et être vraiment productif, pour recharger, si tu veux, de ta mémoire morte, le mettre dans la RAM pour que tu sois effectif, sans compter le temps que toi tu as pris sur cette tâche. Donc quand les gens choisissent leur propre interruption, ils sont beaucoup plus productifs et sereins. Et aussi, le deuxième gros avantage, c'est que peu importe où les gens se trouvent dans le monde, ils peuvent être sur n'importe quel fuseau horaire, ça n'a aucune importance, puisque de toute façon, on ne demande pas aux gens d'échanger en temps réel. Alors, bien sûr, il y a certaines tâches dans l'équipe qui demandent quand même une certaine synchronicité, par exemple avec les clients, pour les gens qui doivent appeler, etc. Mais bon, ça laisse quand même beaucoup de fuseaux horaires ouverts. Et aussi, troisième avantage, c'est que ça convient pas à tout le monde, cette manière de fonctionner. Il y a des gens, il leur faut absolument des horaires de bureau, il leur faut un cadre structurant avec des personnes qui leur disent voici, fais ci, fais ça. Sinon, ça va être difficile pour eux de se motiver et de faire des choses. Mais par contre, ça va attirer des gens qui n'aiment pas avoir un patron dans leur dos toute la journée, qui n'aiment pas avoir d'horaire de bureau, qui aiment bien travailler à leur rythme, tu vois, qui aiment bien voyager. Et ces gens-là, quand tu leur proposes ce type d'organisation, c'est le rêve absolu pour eux, parce qu'ils se disent waouh, c'est génial. Et du coup, tu trouves des gens qui sont extrêmement motivés et aussi qui sont naturellement autonomes, tu vois. Donc ça, c'est la base de l'organisation. Du coup, je me rappelle plus quelle était ta question. Qu'est-ce qui t'a inspiré à… Non, mais on peut revenir sur autre chose. Je te demandais en fait combien de personnes il y avait dans ton équipe et quel rôle est-ce qu'ils jouaient. Voilà, donc c'est tous des freelances. Donc il y a Younes qui fait l'animation de mes formations, qui fait le support, qui répond aux questions des gens. Je veux dire, il travaille pour moi depuis 2011, donc à chaque fois qu'il répond à un truc, j'aurais pu l'écrire moi-même. C'est impressionnant. Et puis Younes lui-même a 2 personnes qui l'aident à m'aider, donc voilà. Il fait beaucoup de choses dans mon entreprise. On a Alexandra qui est la secrétaire administrative, qui va faire les factures, qui va s'occuper de tous les petits détails administratifs, qui aussi d'ailleurs s'occupe de mes investissements immobiliers, tu vois, de toute la paperasse, etc. J'ai donc Raphaël qui est mon monteur vidéo. Il y a donc Elisabeth qui est mon executive assistant que j'ai depuis seulement un peu moins d'1 an. Je me suis mis en quête en fait l'année dernière. Je me suis dit, OK, je suis arrivé à un bon stade de délégation dans ma boîte, mais je fais encore trop de trucs moi-même. Maintenant, il faut que je trouve mon assistante Iron Man, tu vois, comme dans les films Iron Man. Je sais pas si tu vois un peu l'assistante Donc, elle te prend tes billets d'avion et quand tu arrives dans ton hôtel, il y a déjà ton savon préféré qui est préparé. C'est presque ça. Le concept, c'est vraiment que l'assistante Iron Man, elle peut à la fois diriger ta boîte et elle sait où sont tes chaussettes, tu vois. Elle peut vraiment gérer à la fois le pro et le perso. C'est vraiment l'executive assistant qui connaît plein de trucs de ta vie, effectivement, qui connaît tes goûts, qui peut les anticiper, etc. Et ouais, là, c'était vraiment la loi de l'attraction pour le coup, parce que j'ai trouvé extrêmement vite. Et donc, elle, maintenant, elle fait… donc, non seulement elle s'occupe
s'occupe de plein de détails personnels qu'avant je gérais encore. Mais en plus de ça, elle recrute pour moi les gens sur Upwork. Maintenant, c'est génial parce que je me dis, OK, il me faut tel poste dans ma boîte. Avant, tu vois, ça me prenait la tête. Je pouvais procrastiner pendant un mois parce que ça me saoulait d'aller faire le post sur Upwork, puis après de regarder les candidatures, de parler avec les gens, etc. Maintenant, je dis juste à Elisabeth, voilà, je veux ce poste-là. Est-ce que tu peux recruter la personne sur Upwork, qu'elle s'en occupe? Et ça, c'est super libérateur. Donc voilà, elle manage aussi les équipes et elle m'aide pour l'organisation des événements, de mon mastermind, etc. Donc on est déjà à 4 personnes là. Après, j'ai même des boîtes à qui je délègue. Donc par exemple, j'ai une société à Madagascar qui fait les transcriptions de mes vidéos. J'ai une boîte qui m'aide pour la stratégie YouTube. Donc est-ce qu'on compte ça dans les équipes, tu vois? Je pense que oui, tu vois, donc ça fait 6. Après, il y a Yves, un consultant en branding auquel je fais appel de temps en temps qui est au Japon. J'ai un Québécois qui m'aide justement sur le SEO et c'est lui aussi qui me fait les PowerPoint, tu vois, pour les vidéos illustrées. Donc, j'ai un illustrateur, ça fait déjà 9. Puis, je dois encore avoir d'autres personnes, tu vois. Mais ça, c'est à peu près ça. Et du coup, toi, ton quotidien avec tout ça, ça ressemble à quoi? Bah, écoute, tu sais, je rencontre quand même pas mal d'infopreneurs. Je suis sans doute un de ceux qui a le rythme de vie le plus cool. Je voyage quand même plus de 6 mois par an. J'estime que quand je voyage, je travaille 10 à 15 heures par semaine et quand je voyage pas, 30 à 40. Donc, quand tu fais la moyenne sur l'année, je dois être quelque chose à 20-25. Donc, c'est vraiment cool. Et puis, franchement, je veux dire, c'est ça aussi quand tu es entrepreneur, la limite entre travail et pas travail devient quand même extrêmement floue. Je donne toujours cet exemple, tu vois. Quand j'étais en train d'écrire mon livre, j'ai passé 2 mois aux Philippines en 2014. C'est là aussi où j'ai démarré mon défi d'une vidéo par jour pendant 60 jours qui a fait complètement exploser ma chaîne YouTube. Et donc, pendant 1 mois, j'étais dans une petite ville qui s'appelle El Nido, dans l'île de Palawan, aux Philippines. Vraiment un coin de paradis. Tu imagines les grandes plages de sable blanc, désertes, l'eau transparente, les animaux, les gens super sympas. Enfin, vraiment, vraiment cool. Et ça a été mon moment le plus productif pour l'écriture de mon bouquin parce que j'ai fait 1000 mots par jour pendant 30 jours, mais je travaillais même pas 2 heures par jour. Par contre, ça m'arrivait l'après-midi, tu vois, on allait à la plage, donc sur la vraie plage tropicale paradisiaque, et ça m'arrivait, tu vois, de lire des bouquins sur mon Kindle qui étaient des livres que je lisais pour des recherches pour mon propre livre. Donc la question, c'est quand tu lis un bouquin pratique sur ton Kindle dans une plage paradisiaque des Philippines, est-ce que tu es en train de bosser ou pas, tu vois? Il y a des gens, tu vas poser la question à plein de personnes, tu vas avoir des réponses différentes. Il y en a qui vont dire oui, d'autres non. Moi, je peux juste te dire que personnellement, je sentais absolument pas ça. Je ressentais pas que c'était du travail. J'avais l'impression de me détendre, tu vois. Je pouvais très bien m'arrêter dans ma lecture, aller piquer une tête, m'amuser un peu, puis reprendre la lecture. Je me sentais en train de me reposer, en fait, tu vois. Donc, ça, par exemple, je prends pas ça en compte dans mon temps de travail parce que pour moi, c'est être à la plage et me relaxer. Et j'adore lire de toute façon. Donc, voilà, quand je te dis une estimation, tu vois, ça dépend aussi comment tu définis le travail et chacun va avoir sa propre définition par rapport à ça. Mais vraiment, je me sens très relax. Et ma journée typique aujourd'hui, c'est de communiquer avec mon équipe via Asana, de tourner mes vidéos YouTube, de réfléchir au next step. Et puis là, je pense que je vais me remettre maintenant à l'écriture d'articles. Ça fait très longtemps que j'ai pas écrit d'articles pour mes blogs. Et puis, je vais aussi me consacrer à la 2e édition de mon bouquin et aussi la version anglaise qui va sortir l'année prochaine. C'est bien que tu aies mentionné parce que justement, je voulais te parler du bouquin. Ouais. Le bouquin est sorti en septembre 2016. Oui, c'est ça. Tout le monde n'a pas eu la chance de rater ses études. Est-ce que tu peux me parler un petit peu de pourquoi est-ce que tu as décidé qu'il était temps d'écrire un bouquin publié avec un éditeur traditionnel, etc. Oui, on m'a posé beaucoup la question parce que pour les infopreneurs, ça paraît pas ultra logique de passer par un éditeur papier parce que c'est évident que tes droits d'auteur, c'est peanuts par rapport à ce que tu aurais en marge si tu faisais tu l'auto-édité, tu le vendais sur le Kindle, etc. En fait, j'ai vraiment pas fait ce livre pour gagner de l'argent, en fait. J'étais dans une position, donc c'était en 2012 déjà, où depuis plusieurs années déjà, je gagnais plus d'argent que dans mes rêves les plus fous, en fait. Et non seulement ça, mais en plus, j'avais une entreprise qui me donnait une liberté absolument ahurissante. Je veux dire que 90,9% des gens, y compris des gens extrêmement riches, n'ont pas. Je voyageais 6 mois par an,
j'inspirais des milliers de personnes. Enfin, je me disais, mais c'est dingue, quoi. Je suis arrivé à un niveau dans ma vie, je gagne plus d'argent que ce que je peux en dépenser, j'ai tout ça, c'est fou. Quelle est la prochaine étape, tu vois? Quelle est la prochaine étape? Et finalement, ça se connecte pas mal à la pyramide de Maslow parce que je me suis dit, comment je peux à la fois me transcender, passer à l'étape suivante, me réaliser et en même temps apporter beaucoup de valeur au monde, tu vois? Et je me suis dit, bah, clairement, je ressens l'appel en moi, il faut que j'écrive un livre, tu vois? Moi, j'ai créé ma boîte à 19 ans, j'ai fait énormément de conneries. D'ailleurs, j'ai failli la planter 6 mois après la création. Qu'est-ce que j'aurais aimé avoir un guide, tu vois, qui me permette d'éviter la majorité des erreurs que j'ai faites, de me faire gagner du temps, etc. Et je me suis dit aussi, tu vois, à force de voyager, tu te rends compte de pas mal de choses par rapport à la culture française et francophone en général. Tu vois ce qui est bien, mais aussi ce qui a amélioré. Et je me suis dit clairement, en France et même en francophonie occidentale, il y a un manque d'état d'esprit entrepreneurial criant, tu vois, criant. Et c'est un vrai, vrai problème pour notre pays et pour l'Europe et pour tout ça. Et je me suis dit, tu vois, c'est marrant, j'avais déjà fait cette analyse en me disant, la France, elle va aller dans deux endroits. Enfin, elle a deux possibilités différentes. Soit elle va se refermer sur elle-même, peut-être même essayer de quitter l'Europe et essayer de s'accrocher à son passé. Soit elle va embrasser le monde moderne avec la mondialisation et tout ça et essayer d'adapter un petit peu son état d'esprit, tout ça au monde moderne, tu vois. Et je me suis dit, bah, je veux être la personne qui, à son échelle, tente de faire d'influencer les choses dans la bonne direction, qui pour moi est justement l'ouverture au monde, la modernité, etc. En insufflant, tu vois, un petit vent à mon échelle, tu vois, d'entrepreneuriat là où il faut. Parce que je me suis dit, il y a des tas de gens, ils ont un potentiel énorme, tu vois, c'est des braises qui sont prêtes à prendre. Mais le problème, c'est que en France, on les a mouillées toute leur vie, tu vois. Elles peuvent pas prendre. Elles ont juste besoin d'une petite brise. Pas grand-chose, tu vois, la bonne brise au bon moment et après, bam, ça peut partir et faire un truc. Et donc, je suis vraiment parti dans cette démarche de je veux créer mon chef-d'œuvre, ça va être ma manière de me réaliser et je vais tout donner, tu vois. Et en même temps, je vais aussi apporter un maximum de valeur au monde. Donc, j'ai vraiment fait ça dans une démarche de je me fous complètement de ce que ça me rapporte et même de ce que ça me coûte parce que ça a eu un coût d'opportunité énorme pour moi d'écrire ce livre. Je veux dire, si j'avais passé tout ce temps que j'ai passé à créer des produits, des formations, j'aurais sans doute gagné des millions d'euros, tu vois, en plus. Mais j'étais dans une démarche où, voilà, de toute façon, j'ai déjà trop d'argent, suffisamment d'argent, je suis dans l'abondance, who cares, tu vois. Donc, c'était une démarche spirituelle du coup, c'était complètement logique pour moi de passer par un éditeur papier parce que clairement, aujourd'hui, c'était déjà le cas en 2012, enfin, c'est encore le cas aujourd'hui, en France et en francophonie de manière générale, si tu veux avoir un maximum d'impact, de reach, tu vois, maintenant je parle comme Van Damme, il y a des mots, je sais plus en français ce que c'est, de reach, de portée. Donc, ouais, de portée exactement, tu dois passer par un éditeur papier parce que la plupart des livres sont encore vendus en format papier en France. Le marché du numérique, c'est seulement 5% des bouquins. Et tu peux pas seulement passer par Amazon, parce que tu pourrais dire, ouais, mais tu peux l'auto-éditer en passant par CreateSpace, impression à la demande, Amazon envoie les livres, mais Amazon, c'est seulement 15% du marché. C'est pas du tout comparable aux États-Unis où ils ont 50%. Si tu veux avoir un maximum d'impact, tu dois être dans les librairies papier et pour ça, il te faut passer par un éditeur. Et peu importe que je gagne moins d'argent parce que de toute façon, who cares? Je gagne déjà suffisamment, tu vois. Mais le livre a du coup très bien marché. Oui, exactement. Bah, là, donc, au bout de 18 mois, donc c'était il y a quelques mois déjà, on a dépassé les 50 000 exemplaires. Donc, ouais, très, très bon résultat. Donc, j'imagine que les gens n'ont pas nécessairement ce chiffre en tête, mais c'est quoi les ventes d'un bouquin qui marche en France? Bah, les éditeurs sont contents quand il fait 3 000 exemplaires de vente. Ça veut dire qu'ils sont rentrés dans leurs frais et qu'ils ont fait un peu de bénéfice. Un best-seller, c'est 10 000 exemplaires. Et typiquement, le premier livre d'un auteur, déjà, tu es content quand il se vend à 1000 exemplaires, tu vois. Donc voilà, 50 000, c'est vraiment un très beau score. Et c'est seulement au bout de 18 mois. Bien sûr, ça va continuer à se vendre. Comme me l'ont dit plusieurs libraires et puis mon éditeur, c'est le genre de bouquin qui a un long seller, ça se vend dans le temps. Tu vois, c'est pas comme un roman où tu as une durée de vie sur les étagères qui est de quelques mois. Là, c'est vraiment quelque chose qui… Pourquoi est-ce qu'un roman, du coup, j'aurais pensé l'inverse. Je me serais dit qu'un bouquin de conseils sur le business, ça va et ça vient. Un roman, bah, tu le lis dans 15 ans, c'est toujours la même histoire. Pourquoi est-ce que les bouquins non-fiction seraient plus durables? Écoute, bonne question. Je sais pas, en fait. Faudrait demander aux gens du métier. C'est juste que je te répète ce qu'on m'a dit. Et tu vois, par exemple, j'avais fait une dédicace au Furet du Nord. Et donc, le gars était fan de mon bouquin. Il m'a dit, ouais, voilà, vous avez typiquement un long seller. Et vous inquiétez pas, on va le mettre longtemps sur les étagères et tout ça. Mais il y a plusieurs raisons. Déjà, quand tu as une plateforme
en ligne comme c'est mon cas, tu peux déjà toi-même, tu drives des ventes automatiquement. Tu vas mentionner ton bouquin dans les vidéos, les gens vont s'intéresser à toi, ils vont voir que tu as un bouquin. Et donc, les livres qui se vendent, les libraires les laissent sur les étagères. C'est logique, tu vois, c'est juste du business. D'ailleurs, c'est aussi pour ça, je vois beaucoup d'infopreneurs qui font l'erreur de se focaliser sur les ventes Amazon. C'est la pire erreur que tu peux faire si tu veux avoir un maximum d'impact. Parce que toutes les ventes qui sont faites sur Amazon, c'est des ventes que les libraires font pas. Et du coup, les libraires, c'est eux, les prescripteurs, c'est eux qui vont créer énormément de ventes. Il faut que tu rendes la vie des libraires géniale. Et les gens achètent encore chez les libraires de quartier, ils vont pas. Non, mais attends, quand je dis libraire, oui, bien sûr, ça inclut la Fnac, le Furet, Cultura, tous ces gros trucs. Mais et donc, dans le sens où la Fnac est prescripteur, c'est parce que c'est eux qui vont agencer les bouquins dans leur truc. Et si effectivement, tu es dans le 4e rayon, ou si tu es sur comment ça s'appelle, la proue, la tête de gondole, la tête de rayon. Ouais. Ça aide, c'est ça, sûr. en fait. Oui. Sur cette mesure-là, qui sont prescripteurs et qui sont leviers sur le fait que moi, j'y pensais en termes de. T'imagines, ta petite miniature, quoi. T'as ta petite vidéo, t'as ta petite pub Facebook qui est là dans la Fnac. Et dans des milliers de points de vente. C'est ça, je veux dire, c'est tout ça, c'est des relais. Et pas seulement en France, en Belgique, en Suisse, au Québec dans une moindre mesure, même en Afrique. Tout ça, ça aide. Je veux dire, même imagine, tu arrives à placer ton livre en top des ventes sur Amazon, ça reste un seul point de vente versus des milliers. Clairement, ça fait une différence. Mais Amazon a quand même la force de pouvoir être recommandé. Moi, j'ai vu que ton livre était très bien référencé sur Amazon, dans les bouquins similaires. Niveau algorithmique, surtout si tu viens du web. Moi, c'est vraiment, j'y pense par analogie à YouTube. Attention, tu as le biais classique de quelqu'un qui est sur le web. Les ventes Amazon, c'est que 15%. Tu peux pas te focaliser que sur ça. C'est presque, c'est pas annexe, mais tu dois, voilà. Moi, je préfère. D'ailleurs, par exemple, un des trucs que je faisais, c'est que je donnais un cadeau supplémentaire, une formation, aux gens qui m'envoyaient leur ticket de caisse, qui avaient acheté le bouquin dans une librairie papier. D'accord. Pour driver les ventes en librairie, pour driver la mise en avant. Exactement. Et je veux dire, pendant longtemps, je sais pas si c'est le cas, il faudrait que je redemande à ma communauté, mais les membres de ma communauté m'envoyaient des photos de mon bouquin extrêmement bien mis en avant, dans les Fnac, dans les Cultura, dans les Furets, et ça fait plaisir, quoi. Ça a participé au fait, à ce chiffre qui est très sympa. Et puis clairement, le livre va finir par atteindre au moins 100 000 exemplaires. Il faut voir en combien de temps, mais ça, c'est à peu près sûr. Au-delà de cette possibilité de travailler avec un éditeur traditionnel, dans les librairies, etc., à quoi t'attribues le succès d'édition de ce bouquin? Écoute, il y a pas mal de choses. Déjà, tout premier point, tu peux écrire un bouquin pour des tas de raisons. Et ce qu'on voit beaucoup dans notre industrie, donc dans l'industrie des infopreneurs, c'est que la plupart des gens qui écrivent un livre le font avant tout pour obtenir le statut auteur. Parce que c'est vrai que ça, c'est quand même, il y a une certaine aura qui est attachée autour de ce statut, ça donne tout de suite une autorité sur ton marché. Et du coup, quand tu fais ça avec juste cet objectif, tu vas pas forcément être ultra ambitieux, tu vois. D'ailleurs, il y a pas mal d'entre nous qui se contentent de transcriptions texte qui ont été un petit peu remises en forme, tu vois. Ça peut être un webinar ou une conférence qui a été donnée, ou une vidéo même, qui est mise sous forme de bouquin. Parce que c'est le plus 20-80. Tu peux faire, pour en faire des produits, pourquoi pas. Tu peux faire, il y a plein de raisons. Si tu veux vraiment avoir un maximum d'impact et toucher un maximum de gens, tu dois pas te dire, je suis en train d'écrire un bouquin. Tu dois te dire, je suis en train d'écrire un best-seller. Et ça, avant même que j'ai écrit le premier mot, c'était déjà dans ma tête. Quand j'ai fait le plan pour mon éditeur, c'était voilà le plan du best-seller, tu vois. Donc ça, c'est important. Bien sûr, ça garantit absolument pas que tu vas avoir un best-seller, mais d'après toi, tu as plus de chances d'avoir un best-seller quand tu dis dès le départ, je vais avoir un best-seller, ou quand tu dis ouais, je vais faire un petit bouquin à côté, on verra bien. Voilà, quand tu dis j'écris un best-seller, toute ta pensée est orientée autour de ça. Toutes les décisions que tu vas prendre, tu vas en prendre beaucoup dans la structure du bouquin, ce que tu vas mettre, le plan marketing aussi, va être influencé par ça et ça augmente tes chances énormément. Donc vraiment, dès le début, tu dois te dire ça. Et du coup, quand tu te dis je vais créer un best-seller, c'est tout. Tu n'as pas d'autre choix, tu dois tout donner. Tu dois tout donner et mettre toutes les chances de te compter. Donc ça, c'est le premier point. Ensuite, le choix de l'éditeur est important. Donc déjà, passer par un éditeur classique, c'est vraiment important pour avoir le maximum d'impact. Clairement, tu vas gagner moins d'argent sur le court terme, mais bon, aussi, ouais, quand je disais, il y a un coup d'opportunité. Oui, ouais, vas-y. Pour les gens qui se posent la question, on peut le dire, essentiellement, tu passes par un éditeur traditionnel, tu vas toucher 10 à
15% selon les volumes. 15%, t'es généreux. Hein. Il y en a, en général, c'est plutôt 8-10. Typiquement, ils vont te faire des trucs du genre, tu as 8% jusqu'à 10 000 exemplaires. Dans leur tête, ils vont se dire, on va jamais arriver. Et 10% au-delà, tu vois. Tu peux facilement négocier ce genre de palier parce que à partir d'un certain nombre d'exemplaires, ils sont rentrés dans leurs frais, donc ils sont déjà plus contents. Mais tu peux plus facilement négocier des meilleurs droits sur l'édition numérique. Et d'ailleurs, attention, c'est un conseil que je donne. Ne négociez pas vos droits d'auteur. Parce que vous faites pas ça pour l'argent. Attends, moi je te donne mon point de vue, c'est-à-dire que tu écris un best-seller pour le maximum d'impact, ok? Je voulais comparer en fait pour les gens l'idée de combien d'argent est-ce que tu gagnes en édition traditionnelle versus en édition auto-éditée. Auto-édité, et dans ce cas-là, quel était le hein. trade-off quoi? Donc auto-édité sur Amazon, tu touches quoi? 75% sur un e-book? 70 si tu restes dans une certaine gamme de prix. Sinon c'est 30, ce qui est déjà beaucoup. Hein. Et 40 sur un livre papier avec CreateSpace, plus ou moins quelque chose comme ça. Exactement, mais de toute façon j'ai envie de vous dire, parce que si vous êtes infopreneur, c'est une extrême mauvaise idée de vous dire je vais gagner de l'argent avec des e-books. Vous allez gagner beaucoup plus d'argent en faisant des formations en ligne, bien sûr, ou des workshops, etc. Donc l'e-book c'est bien à avoir dans sa gamme, mais il faut pas compter dessus pour gagner de l'argent. Donc à partir de là, vous n'avez pas besoin de vous prendre la tête. Un livre papier c'est pour l'impact, c'est pas pour la thune. Bien sûr. Tu as parlé du choix de l'éditeur à l'instant. Oui, comment est-ce que tu as choisi ton éditeur? Donc l'éditeur, il doit être ni trop grand ni trop petit. Parce que s'il est trop gros, vous êtes juste un numéro et il n'en a rien à foutre. Il faut se dire, il doit avoir des milliers de livres dans son catalogue, il en publie peut-être des centaines chaque année, il s'en fout. Ok, il s'en fout pas totalement parce qu'il a signé un truc avec vous, mais ça c'est une erreur classique des auteurs, c'est qu'ils se disent ouais c'est bon, l'éditeur il va faire le boulot marketing et tout, mais absolument pas. L'éditeur il n'en a rien à carrer, ok. En plus il pense pas que vous allez réussir au début, ok. Donc vous devez non seulement il y a une stratégie marketing à mettre en place pour votre public, mais aussi pour votre éditeur. Ça, c'est l'erreur numéro 1 des auteurs. Ils font rien avec leur éditeur. Vous devez avoir une bonne relation avec lui, c'est à vous de l'entretenir, etc. Et le convaincre du potentiel de votre bouquin. C'est super important. Et donc, s'il est trop gros, ça va être compliqué parce que vous êtes juste un numéro. S'il est trop petit, c'est plus facile d'avoir une bonne relation avec lui et de le convaincre. Mais le problème, c'est que souvent, il va pas avoir un bon réseau de distribution parce que un éditeur aussi, ce qu'on lui demande, c'est d'avoir, tu vois, de négocier avec des agents qui vont faire en sorte que tu vas dans le librairie et tout ça. Donc, il faut trouver le sweet spot qui est pas ni trop gros ni trop petit, avec un bon réseau de distribution, des bonnes connexions avec les agents, mais à taille suffisamment humaine pour que tu puisses discuter, amener des trucs. Et aussi, il faut savoir, en tant qu'infopreneur, vous avez des fucking super pouvoirs. Je veux dire, vous connaissez des trucs en marketing que 99% des gens ne connaissent pas. Et quand j'ai 99, je suis gentil. Les libraires en France, les mecs sont restés bloqués dans les années 30. Je veux dire, c'est n'importe quoi. Je veux dire, quand tu regardes ce qui se passe aux États-Unis, les mecs, ils sont au taquet, ils font de la pub Facebook à donf. Mais en France, les gars, ils n'ont pas compris qu'il y avait Internet qui est arrivé. C'est n'importe quoi. Donc, il faut aussi être capable de dire et de pouvoir discuter avec eux en disant, moi, je peux apporter des choses dans la stratégie, je vais mettre en place des trucs. Et si vous êtes avec un mec trop gros ou un peu trop traditionnel, pour lui, vous allez être un mythe. Il va pas comprendre. Il va freiner les cas de fer. Donc voilà, il faut aussi trouver une boîte qui est agile, qui est ouverte aux nouveautés, etc. Donc personnellement, les éditions Le Duc, pour moi, ça a été exactement ça. Et je suis extrêmement content de la collaboration que j'ai avec eux. Comment est-ce que tu es rentré en contact avec eux? Et c'est ça qui est génial quand tu as une plateforme sur le web, c'est que finalement, eux qui sont vers toi. Exactement, ouais. Et il y a eu donc les éditions Le Duc et Pearson qui m'ont contacté il y a déjà quelques années en me disant voilà, on aimerait bien publier un bouquin de toi. Voilà, et j'ai préféré les éditions Le Duc parce que Pearson c'était trop gros et je me suis dit je vais être un numéro et je les ai rencontrés, je me suis dit ouais, je sens pas la connexion, je sens un peu trop traditionnel. Les Ducs c'est mieux. En plus voilà, le fondateur Stéphane Le Duc, on se connaît, on s'entend bien. Enfin, je l'ai connu parce qu'il m'a contacté, hein, mais voilà, on a tout de suite accroché, ça a joué aussi, tu vois. La relation personnelle est très importante. Et je les ai sentis agiles, ouverts aux nouveautés, etc., etc. Et d'ailleurs, voilà, si vous êtes infopreneur, pas seulement dans le business, dans plein de domaines, vous pouvez aller les voir, vous pouvez leur dire ouais, j'ai entendu Olivier dans un podcast Olivier Roland qui m'a conseillé. Ils vont discuter avec vous et il faut voir ce qui va se passer. D'ailleurs, pour info, je suis devenu directeur de collection chez eux. Donc, j'en ai pas encore parlé publiquement. Voilà, c'est une première mondiale. Exclusivité pour toi. Mais donc là, on va commencer par un premier livre donc de Sébastien, le marketeur français. Mais après, je vais mettre en place un mécanisme de sélection pour des auteurs que je vais recommander personnellement auprès des éditions Le Duc. C'est quoi l'intérêt pour toi de faire ça? Écoute. Déjà, moi, ça me fait plaisir, tu vois, de pouvoir aider des auteurs et tout ça.
ça fait partie de ma démarche. Je vois aussi une énorme synergie à faire par rapport à ma formation blogueur pro parce que j'ai pas mal d'élèves qui sont devenus finalement des leaders dans leur industrie et pour eux finalement écrire un bouquin papier juste pour l'impact, c'est quelque chose une continuation naturelle. Tu vois, quand tu es infopreneur, pour moi, ça doit faire partie de ta gamme si tu veux d'avoir un vrai bouquin que tu as écrit pour le marché plus mainstream. Et voilà, étant donné mon expérience et tout ça, je peux les aider à faire ce cap-là. Et si voilà, je peux introduire et tout ça. Je touche aussi des petites royalties sur ces trucs-là. Enfin, pas grand-chose, hein, très honnêtement. C'est plus symbolique qu'autre chose. Et puis voilà. Et je me dis peut-être que je vais, comme j'ai quand même, si tu veux, vraiment systématiser ma démarche pour faire de ce bouquin un best-seller, je pourrais peut-être en faire un produit et du coup lier ça à cette promesse que voilà, si vous suivez ma formation et que vous faites un truc bien. Je ne peux pas vous promettre que vous allez publier, mais je peux vous promettre qu'en tout cas, je vais examiner votre dossier et le transmettre aux éditions Le Duc si ça me convient, tu vois. Peut-être. Tu parles de systématiser la démarche d'écriture ou la démarche marketing? Les deux. Tu vois, j'ai rien laissé au hasard. C'est vraiment, j'avais mon plan à fond et aussi une erreur, mais vraiment typique, surtout en francophonie, mais même dans le monde anglo-saxon, ça se voit, mais beaucoup moins quand même. Des auteurs, c'est la même erreur que font les alpinistes quand ils vont escalader une montagne, tu vois. C'est qu'ils arrivent au sommet, les alpinistes, et ils disent waouh, c'est génial, tu vois, ils profitent de la vue et ils ont l'impression qu'ils ont fini le boulot. Or, il y a quand même un truc important à gérer derrière, c'est le retour. Et le retour, il est tout aussi dangereux que l'aller, tu vois. Et en fait, il y a plus d'accidents qui se produisent quand les gens descendent de la montagne que quand ils montent parce qu'ils font moins attention. Et au final, cette impression d'être arrivé alors que t'es pas arrivé. Et du coup, c'est l'erreur classique que font les auteurs, c'est qu'ils finissent leur manuscrit et ils ont l'impression qu'ils ont terminé leur boulot. Non, les gars. Quand vous avez terminé votre manuscrit, vous avez fait la moitié du boulot. Vous avez créé le produit. Maintenant, il faut le promouvoir. Et vous pouvez pas compter sur l'éditeur pour ça. Vous pouvez pas compter sur l'éditeur. Vous devez faire comme s'il n'existait pas. En fait, il faut avoir une certaine schizophrénie. Il faut faire comme s'il n'existait pas, mais en même temps faire tout pour l'impliquer à fond dans votre projet. Mais vous faites tout pour l'impliquer, mais sans compter sur le fait qu'il va le faire. Parce que c'est ça, l'éditeur, mais il a des centaines de livres, des milliers. Il peut pas se focaliser sur tout, c'est pas possible. Il va jamais être aussi motivé par votre bouquin que vous-même. Donc c'est à vous de faire le travail de promotion. Et c'est ça qui est génial quand vous êtes infopreneur, vous avez une plateforme, vous avez une audience, et rien que ça vous distingue de l'écrasante majorité des gens. Vous avez des super pouvoirs par rapport à la majorité de la population. Quand le livre est sorti, donc le 23 septembre 2016, j'ai fait une dédicace au Cultura de la Défense, et il y a eu 200 personnes qui sont venues. Et le directeur du Cultura, il est venu me voir en me disant mais c'est dingue pour un auteur de premier bouquin d'avoir autant de personnes. Il me dit les frères Bogdanov, ils sont venus il y a quelques mois, il y avait 50 personnes. Il me dit c'était déjà beau, tu vois. Et parce que voilà, les frères Bogdanov, c'est des gens connus, mais ils n'ont pas vraiment une plateforme sur le web. Donc du coup, il faut que les gens tombent un peu dessus au pif et tout ça. Et je veux dire, soyons très clairs, comment se passe une dédicace typique dans 95% des cas? Il y a l'auteur qui se pointe à la librairie et il regarde les mouches passer pendant des heures. Et après, il y a une grand-mère qui passe là par hasard, qui se rappelle vaguement l'avoir vu quelque part, qui lui dit, c'est pas vous, un tel, elle se trompe de prénom. Et le gars, il dit, non, moi je fais ça. Elle lui achète un bouquin un peu par pitié. Et voilà, non, mais c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe dans l'écrasante majorité des cas. Je vais te raconter une anecdote. Quand j'ai fait la dédicace au Furet du Nord, pour moi, c'était hautement symbolique parce que moi, je viens de Lille. Donc, pour moi, c'était vraiment important de faire ça au Furet, tu vois. Il y avait un autre auteur qui était en train de faire une dédicace au même moment que moi. Et c'était ça. Et il avait personne. Et je vais te dire, il y avait tellement de personnes qui sont venues me voir que la file, elle débordait devant sa table. Et ça m'a fait mal, tu vois. Ça m'a fait mal. Mais pourquoi? Parce qu'il n'a pas d'audience. Ou s'il a une audience, il ne sait pas s'en servir. Parce que quand vous avez une audience en ligne, c'est tellement facile quand vous allez quelque part de rassembler les gens. Parce que vous pouvez pas compter sur le hasard que les gens vous tombez dessus. Vous voyez, ça n'arrive pas. Par contre, si vous pouvez faire une petite pub Facebook ciblée sur vos fans Facebook dans la ville, c'est tellement facile de cibler les gens avec ça. Déjà, vous allez attirer plein de personnes. Si en plus vous envoyez un mail, vous en parlez sur votre chaîne YouTube, etc. Tout de suite, ça explose le cerveau de la plupart des gens. Et comme me disait mon éditeur, tu sais, pour un libraire, il me dit, pour un libraire, avoir déjà une dédicace avec 100 personnes, c'est un truc de malade. Et il me dit, tu sais, s'il arrive à en vendre 50 ou 100 exemplaires d'un livre en une journée, pour lui, c'est exceptionnel. Il me dit, il va s'en rappeler toute sa vie. À chaque fois qu'il va retomber sur ton bouquin, il va se dire, purée, c'est ce bouquin dont j'ai vendu 50 ou 100 exemplaires un jour, tu vois. Ouais. Il va toujours avoir une place dans son cœur pour lui. Et il me dit,
non seulement ça va aider à ce que ton livre reste sur les étagères, mais aussi il va en parler à ses amis libraires. Parce que c'est un truc exceptionnel. Nous, on se rend pas compte, mais pour eux, c'est un truc de malade. Donc, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'ai fait plusieurs dédicaces, même si très honnêtement, c'est pas super 20-80, parce que voilà, bon, tu fais 200 ventes, 100 ventes par-ci, voilà. Sur 50 000, c'est pas non plus un truc de fou, mais il y a un effet de levier, si tu veux, qui est pas mesurable directement, mais on le sait par le bouche à oreille des libraires entre eux, aussi par les images, parce que bien sûr, tu demandes à ton monteur vidéo, enfin ton caméraman de venir filmer ça, et après, ça va être des images que tu vas pouvoir utiliser pour le reste de ta vie, etc., etc., etc. Au-delà des dédicaces, tu dirais quelles sont les 1 à 3 actions marketing que tu as fait dans le cadre du livre qui ont le plus d'impact? Ouais, alors un truc déjà très très important et simple à faire, c'est d'impliquer votre communauté le plus tôt possible en fait. Quand je suis allé signer le contrat avec mon éditeur en décembre 2012, j'ai tout filmé, j'ai publié sur ma chaîne YouTube. Tu vois, rien que ça, tu vois. Déjà, tu te dis voilà. Les gars, on voit quoi dans la vidéo? Tu vas juste dans le bureau et tu signes et c'est un grand moment, quoi. Ouais, exactement. Et en plus, tu vois, j'avais 2 caméras et j'ai perdu le fichier d'une des caméras. Donc du coup, c'était même pas le bon angle et tout ça. Mais bref, voilà, j'avais fait j'avais fait une intro avant pour expliquer un peu le truc. Donc c'était vraiment pas idéal. Mais déjà, t'impliques. Tu dis voilà les gars, c'est génial. Merci beaucoup. Grâce à vous, il y a un éditeur qui m'a contacté. J'ai signé un contrat. Ça y est, je suis parti. Tu les impliques dès le début. C'est super important. Et tu vois. Je veux dire, dans le contrat, c'était en décembre 2012, je devais rendre le manuscrit pour mai 2013. Et je l'ai rendu début 2016. Donc, j'étais légèrement en retard, tu vois. Et voilà. Pourquoi ça t'a pris autant de temps? Parce que tout à l'heure, tu me dis, j'écris 1000 mots par jour pendant 30 jours. Je me dis, ah oui, mais attention. ton bouquin, voilà. il doit faire combien au final? Ouais, mais je t'ai 100 dit, 000, 120 000 mots? c'était ma période la plus productive aussi, je t'ai dit. Ce qui veut dire que j'ai pas fait ce chiffre-là le reste du temps. En fait, clairement, ça faisait partie de mes objectifs, écrire 1000 mots par jour. Donc, ça m'a pris 4 ans pour écrire le bouquin et il y a 220 000 mots. Donc, tu calcules et tu peux voir que j'ai grosso modo complètement échoué à mon objectif d'écrire 1000 mots par jour. Ça reste un gros bouquin. Ah oui, ça reste un gros c'est bouquin. un gros bouquin. Ah, c'est un gros bouquin. D'ailleurs, très honnêtement, c'était une erreur de le faire aussi gros. C'est une erreur typique des auteurs pour un premier livre, c'est que tu as tellement peur que ça marche pas, que finalement ton contenu soit pas assez bon que tu veux tout donner, des fois, souvent tu donnes trop en fait. Donc là, pour la deuxième édition française, je vais le raccourcir un petit peu. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une version audio qui a été faite par Audible. Du coup, quand je prends ma douche, souvent je l'écoute et ça permet de découvrir mon livre autrement. En fait, c'est vachement intéressant. Et il y a des tas de fois. Tu n'as pas fait toi-même la version audio? Non. Alors écoute, ça franchement, pas non, c'est même pas ça. C'est que j'ai reçu un email un jour de mon éditeur qui a fait hey, voilà, Audible, on a signé un contrat avec lui, c'est bon, ils ont fait l'enregistrement. J'ai fait bon les gars, j'aurais apprécié quand même que vous me préveniez avant, parce que j'aurais quand même aimé au moins faire l'introduction du bouquin, tu vois. Donc là, j'en ai voulu un petit peu à mon éditeur. Bon, il a été extrêmement efficace, peut-être un peu trop. Donc voilà. Mais bon, tant pis, hein, c'est fait, c'est fait. Franchement, je pense pas que je l'aurais fait en entier le livre. Il dure quand même 21h30, hein, la version 12, c'est un truc de malade. Tu vois, Tony Robbins dans son livre Money, la version audio, je crois qu'il fait l'intro et le premier chapitre, et après il passe à quelqu'un d'autre. Je pense que j'aurais fait un truc comme ça juste pour accueillir les gens et après faire la transition. Bon, tant pis, ça a été fait comme ça. Si c'était à refaire, clairement, je referais au moins l'intro. Mais donc, du coup, je découvre mon livre autrement. Il y a des tas de moments où je me dis, mais mince. Pourquoi j'ai redit ça, j'ai déjà parlé de ça avant et tout ça. Donc, je vois des tas de choses à compresser, à enlever, à résumer. Et la deuxième version sera plus courte. Et d'ailleurs, pour la version anglaise, mon éditeur américain, m'a demandé de vraiment raccourcir à fond. Mais bon, donc peut-être ça peut vous inspirer à pas aller trop loin dans la démarche. Mais donc voilà, j'ai eu vraiment, j'ai pas du tout réussi dans mon objectif pour plein de raisons. Il y a eu des moments où je procrastinais, j'ai eu beaucoup de mal à mettre en route. Il y a eu, je faisais pas ça à temps complet non plus, hein, j'avais mon business à gérer. J'ai continué à voyager 6 mois par an pendant ces 4 ans. Et donc voilà. Et finalement, donc la seule période où j'ai vraiment réussi de manière constante à faire 1000 mots par jour, c'est quand j'étais aux Philippines, dans ce village à El Nido, enfin dans cette petite ville, parce que j'avais vraiment ma routine, si tu veux. Et pour moi, d'ailleurs, je donne ça comme exemple de vraiment application à la lettre de la semaine de 4 heures. C'est-à-dire qu'un des conseils clés que donne Tim Ferriss dans son bouquin, c'est qu'il dit, voilà, avant de devenir plus productif, de déléguer tout ça, vous devez combler le vide. Parce que si vous gagnez 2 heures par semaine, vous avez 2 heures de travail en moins à faire, mais vous savez pas comment les utiliser. Je veux dire, personne n'a envie de compter les mouches qui volent, de s'ennuyer. Donc, quand vous êtes devant votre ordinateur et vous savez pas quoi faire, vous faites quoi par défaut? C'est quoi le plus facile?
Soit vous bossez, mais vous ne faites pas des trucs forcément intéressants, soit vous allez regarder des vidéos sur YouTube, etc., etc. Donc, c'est important d'avoir un truc qui te remplit en dehors du travail et qui fait, en fait, qui renverse le truc. C'est-à-dire qui fait que tu peux pas, tu t'es super impatient de fermer ton ordi pour pouvoir faire ce que tu as à faire. Et tout de suite, ça te met dans une autre dynamique. Et quand j'étais à El Nido, tu vois, j'étais dans le paradis sur Terre. C'était un kiff énorme. Et j'étais comme ça. Je pouvais pas. J'étais super impatient de fermer mon ordi. J'en pouvais plus, tu vois. J'ouvrais mon ordi en mode putain, bon, allez, on va être efficace. On fait ça le plus vite possible. Comme ça, je peux profiter de la vie, tu vois. Aller faire mes cours de plongée. J'ai passé mon niveau 2 de plongée là-bas. Explorer, aller voir mes potes et tout. Et ça, c'est génial, tu vois. Quand tu trouves comme ça un truc quelque chose qui te donne vraiment envie de faire autre chose que du boulot, tu deviens ultra efficace. Ultra efficace. Donc, je reviens sur un truc parce que c'est moi qui t'ai envoyé sur une tangente sur les 4 ans, mais je voudrais revenir sur l'idée des actions marketing. Tu m'as dit la première, c'est impliquer la communauté. Tu as filmé la signature du contrat. Qu'est-ce que tu as fait pendant les 4 ans, pendant que tu étais en train d'écrire le livre, pour impliquer les gens? Je donnais des updates régulièrement. Et ce qui est bien aussi, c'est que quand tu t'en fais un engagement public comme ça, quand tu en parles pas pendant un certain temps, tu as toujours des gens qui vont te poser dans les commentaires, tu vois, de ta chaîne, de tes articles, qui vont dire mais au fait Olivier, t'en es où dans ton bouquin, tu vois? Tu vas rencontrer les gens dans un événement, ils vont te poser la question. Donc ça te maintient toujours dans le truc et voilà, ça te permet de garder ce contact avec la communauté. Aussi beaucoup, c'est ça qui était intéressant aussi, tu vois. Je veux dire, l'époque où on écrivait son bouquin dans sa tour d'ivoire, dans son monastère, en mode isolé, voilà, et puis après on prenait son chef-d'œuvre et boum, on le publiait, c'est fini, quoi. C'est fini. Aujourd'hui, je recommande à tous les auteurs d'avoir une démarche Lean Startup dans l'écriture de leurs livres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire la démarche Lean Startup, on évite ça justement, de bosser pendant 2 ans sur un produit pour se rendre compte trop tard que tout le monde s'en fout complètement. On essaie de se confronter le plus vite possible à la réalité du terrain, d'être en interaction avec les clients potentiels. Et le livre, c'est la même chose. Aujourd'hui, ce que j'ai fait moi personnellement, c'est ce que je recommande à tout le monde. Au fur et à mesure que j'écrivais le bouquin, le contenu que je mettais, je le transformais. J'en faisais des vidéos pour ma chaîne. C'était surtout des vidéos en fait. Et du coup, c'est génial parce que ça te permet de voir si ça accroche les gens. Ça te permet de voir si t'as pas des trous en fait dans ta manière de le décrire, parce que tu vas le voir dans les questions, dans les réactions et tout ça. Et du coup, c'est aussi une co-création avec ta communauté. Donc, tu crées ton livre au fur et à mesure en interaction et c'est génial aussi. Ça te donne une source d'inspiration pour ton contenu qui est absolument extraordinaire. Donc voilà. Et d'ailleurs, il y a des gens comme par exemple Jean-Philippe Touzeau du blog Révolution Personnelle. Il a écrit plusieurs romans qui se sont classés dans le top 10 des ventes Kindle pendant des années. Il a d'abord écrit son roman sous forme de feuilleton sur son blog. Tu vois? Et ça, c'est génial aussi pour impliquer ta communauté, tout ça. Puis à la moitié, il a dit bon, allez. Je vous ai publié la moitié gratos, l'autre moitié, ça sera dans le bouquin. Tu vois, c'est génial, les gens, ils deviennent fous avec ça. Ouais, ça a aussi été le modèle qui était suivi par le mec qui a écrit ce film avec Matt Damon sur Mars, The Martian à l'origine. Il avait écrit à l'origine sur son blog chapitre par chapitre. Et à l'origine, c'était un truc totalement auto-publié, etc. Et c'est intéressant. J'ai vu pas mal de modèles là-dessus. Des gens qui faisaient rentrer une espèce de livre de bêta-lecteur. J'ai été sur plusieurs... dans le milieu un peu anglophone d'entrepreneurs sur lequel je suis, c'est un modèle assez populaire. Et ils t'envoient des chapitres, tu donnes ton retour au fur et à mesure. Et en fait, ils ont un peu la même démarche que moi j'ai quand je sors des formations. En général, quand je sors une formation, j'essaie de faire rentrer les gens le plus tôt possible, essentiellement en faisant un système de pré-vente, de manière à ce que quand on sort un module, on ait des gens qui nous disent les mecs, vous êtes à côté de la plaque et il vous manque ça, ça, ça. Et moi, j'ai encore plein de questions auxquelles tu n'as pas répondu. Et c'est drôle de voir comment est-ce que tu peux faire rentrer les gens. Un mec qui l'a super bien fait aussi, c'est Fabien Olicard. Et lui, ce qu'il faisait, c'était plus mettre un peu des teasers de son livre et demander aux gens de lui donner un input. Et il dit, tiens, ce que vous m'avez dit là, plus tard, ça sera dans le livre. Mais je vous dis pas exactement où. Et dans le livre, il y a aussi des easter eggs qui font référence soit à la chaîne, soit qu'il faut trouver. Et il a fait une vidéo où il sort son bouquin. D'ailleurs, son bouquin a vraiment très, très bien marché en librairie. Et je trouvais que cette nouvelle manière d'écrire, par contraste justement avec le côté la tour d'ivoire, c'est vraiment intéressant. Tu vois, pourquoi est-ce que tu crées non seulement le marketing de ton livre est différent, mais l'écriture de ton livre est différente et doit aussi prendre en compte le fait qu'aujourd'hui, tu as une bande passante de communication avec ton audience qui est là. Et évidemment, il y a le côté ownership. Si les personnes ont l'impression d'avoir suivi le truc, d'avoir suivi le parcours, ils sont tout d'un coup beaucoup plus impliqués dans un bouquin qui sort que si, achetez mon truc.
Ouais, complètement. Bah, c'est ça. Et d'ailleurs, j'allais continuer dans cette démarche. C'est que aussi, au bout d'un moment, j'ai créé ce que j'appelais la tribu des ambassadeurs. Je leur ai dit, voilà, le livre va bientôt sortir. Donc, vous savez, pour moi, c'est ma mission. Toi, j'ai partagé ma mission, j'ai expliqué ce que je t'ai expliqué tout à l'heure, je veux souffler sur les braises, etc. Si cette mission résonne avec vous et que vous êtes prêt à me donner un coup de main pour la promotion de mon bouquin, voilà, c'est absolument pas obligatoire, mais si ça vous intéresse, vous cliquez sur ce lien-là et vous ferez partie de la liste des ambassadeurs. Je vous enverrai des news en avant-première sur mon bouquin et de temps en temps, je vous demanderai de me donner un coup de main sur différentes choses, tu vois. Et du coup, tu te retrouves, moi, je me suis retrouvé peut-être avec 2000 personnes extrêmement motivées qui s'engagent à te donner un coup de main et ça, c'est extrêmement puissant aussi. Notamment, je m'en suis servi quand j'ai publié les premiers posts sur Facebook, les médias sociaux, etc., pour dire que le livre était sorti ou allait sortir. J'ai envoyé un mail à ces ambassadeurs en disant voilà, voici le lien du statut Facebook. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, liker, partager un max? Et tout de suite, ça te donne des centaines de likes et de partages et ça t'aide à créer tout de suite à créer un momentum énorme sur ça. Et c'est d'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce post Facebook qui avait peut-être déjà des milliers de likes, qui m'a permis de convaincre la personne qui se charge des événements, des dédicaces au Cultura, d'organiser la dédicace alors que j'étais un nobody, tu vois, j'ai jamais publié de bouquin et que c'était 2 semaines après, tu vois. Donc, tu vois, tu utilises comme ça tes succès comme effet de levier pour alimenter le truc et c'est voilà, c'est extrêmement efficace. Mais juste pour revenir quand même sur cette idée de création du livre avec la communauté, il faut savoir aussi que ça existe déjà depuis longtemps. Par exemple, la plupart des grands auteurs français du 19e siècle, du genre Zola, Flaubert et tout ça, eux-mêmes, ils n'étaient pas en mode tour d'ivoire. Souvent, leurs bouquins étaient d'abord publiés sous forme de feuilletons dans des journaux à l'époque. Et il y avait des retours. Bon, bien sûr, de manière beaucoup plus efficace qu'aujourd'hui, mais quand même, il y avait le courrier des lecteurs, tu vois. Donc, ils avaient des retours aussi, et parfois, il y a des bouquins qui ont été changés suite à des feedbacks des lecteurs. Donc, il faut aussi se dire que les grandes figures de la littérature française avaient aussi des méthodes de fonctionnement comme ça. Et donc, finalement, là, on l'adapte à l'ère numérique, et bien sûr, on a beaucoup plus de bandes passantes, comme tu disais. Donc, on a l'implication de la communauté. Est-ce qu'il y a une chose spécifique sur laquelle je veux te poser la question, c'est le trailer. J'ai vu que tu avais fait un trailer pour le livre. Ouais. Qu'est-ce que ça a été quoi les résultats de ça ou les retours que tu as eu dessus? Écoute, c'est très très difficile de mesurer l'impact direct. Hein. C'est le truc vraiment très très frustrant pour nous infopreneurs quand tu fais un bouquin papier. C'est que nous on a l'habitude d'avoir tous les résultats en direct. Tu vois, on sait combien de ventes on fait à la seconde près, on sait le trafic qu'on a, etc. Le problème, c'est que tu peux pas savoir en temps réel le nombre de ventes que tu fais dans la librairie. C'est le gros problème. C'est quoi le délai sur les ventes? Ça dépend. Alors déjà, ça dépend si ton éditeur il t'envoie les chiffres ou pas. C'est pour ça aussi que c'est important de choisir un éditeur avec qui tu peux discuter, parce que l'éditeur classique, il va t'envoyer les chiffres 1 fois par an. Donc pour toi, tu te tires une balle parce que tu n'as pas de feedback sur tes actions, tu sais pas comment ça marche, tu vois. Et donc c'est important pour nous d'avoir un feedback plus récent que ça. Donc typiquement, ça prend 1 mois. Tu as un délai d'1 mois si ton éditeur est sympa et qu'il t'envoie les chiffres. Parce qu'en fait, tous les éditeurs, comment ça marche les chiffres de vente? Déjà, l'éditeur, lui, sait pas concrètement pendant longtemps parce que il envoie des bouquins, des exemplaires aux libraires, mais les libraires sont libres de renvoyer les exemplaires non vendus plusieurs années après. Tu vois? Donc, tu n'es jamais sûr à 100% qu'un exemplaire envoyé à un libraire a été vendu. C'est le gros problème. Et les libraires envoient pas les chiffres parce qu'ils veulent pas que leurs concurrents savent, tu vois. Donc, comment ça marche? En fait, tu as un institut, c'est une société qui est spécialisée là-dedans et qui va faire des sondages de sortie de caisse dans différentes librairies pour savoir ce que les gens achètent. Waouh! Ben oui. Et donc, sondage de sortie de caisse pour savoir ce que les gens achètent. Mais oui, mais c'est le monde à zéro. Ben oui, c'est le monde à zéro. Et du coup, ensuite, c'est quoi le business model de cette boîte? Ensuite, elle vend l'accès à la base de données aux libraires qui doivent payer quelque chose comme 4 000 € par mois pour y avoir accès, tu vois. Donc, c'est pour ça, toi, après, si tu es riche et que tu as vraiment tu sais pas quoi faire de ta thune, tu peux peut-être devenir client de ce truc-là. Mais voilà, typiquement, tu vas demander à ton éditeur combien j'ai fait de ventes, tu vois. Et lui, il se base sur ces chiffres-là qui sont simplement une estimation. Okay. Par contre, pour les ventes du numérique, tu as des chiffres plus précis. Tu as Amazon, Apple, tout ça qui t'envoie les chiffres tous les X mois. Audible aussi, qui te donne les chiffres précis de vente parce que ça, on sait, tu vois. D'où aussi l'intérêt quand tu mets ton lien Amazon, tu mets un lien affilié parce qu'au moins tu sais combien de ventes tu as fait via ton lien, tu vois. Mais donc voilà, c'est très très frustrant. Parce que déjà, tu as quand même un temps, si tu veux, un délai qui est quand même important. Et en plus, c'est même pas un chiffre sûr. Mais bon, ça donne quand même une première approximation qui est très sympa. Donc voilà, c'est le gros problème.
tu dois ajuster tes actions en fonction de ces trucs qui sont longs et imprécis. Donc, le teaser, voilà, comment tu veux calculer exactement? C'est impossible, tu vois. Ce que je peux dire, c'est que finalement, j'ai décidé de le faire parce que je te dis, j'ai mis tous les atouts de mon côté, j'ai rien laissé au hasard. Tout ce que j'avais identifié comme méthode pour pouvoir vendre le livre plus, je l'ai fait. C'est pas compliqué, j'ai tout fait. Simplement, quand je regarde les chiffres, finalement, le résumé illustré du début de mon bouquin a fait beaucoup plus de vues que le teaser. Donc, je pense que ça a plus d'impact et c'est plus 24/20. Ok. De faire un résumé illustré de certains concepts clés, pas de tout le bouquin. Hein. Enfin, quoique. J'ai publié sur mon blog Livre pour changer une chronique écrite par quelqu'un de mon propre livre. J'ai mis une introduction en disant ça me paraît logique quand même. Ça serait hypocrite pour moi de pas laisser quelqu'un résumer mon propre livre et publier gratos sur mon blog avec tout ça. Je pense pas que concrètement ça phagocyte les ventes, tu vois. Voilà, tu peux faire des vidéos illustrées de concepts clés et ça, je pense que ça aide. La vidéo, elle a dû être vue plus de 130 000 fois, un truc comme ça. Donc, clairement, ça a dû générer des ventes. Mais après, combien exactement? Impossible à savoir. Je vais pas tarder à te laisser. J'ai juste un petit sujet sur lequel je voulais toucher rapidement. Oui. C'est tu voyages pas mal et sur ta chaîne, tu as vraiment des rencontres avec des personnages intéressants. J'ai noté notamment, tu avais une vidéo avec Tim Ferriss, tu avais une vidéo avec l'auteur du Personal MBA, Josh Kaufman, ouais. et tu en avais une avec Pat Flynn, qui était une des personnes que j'ai le plus suivies quand j'ai démarré. Donc ça m'a fait sourire. Comment est-ce que tu fais pour rentrer en contact avec ces personnes? Par exemple, dans le cas de Tim Ferriss, comment est-ce que tu es rentré en contact avec lui pour avoir cette interview? Alors déjà, à la base, moi, je vais 3-4 fois par an aux États-Unis. Je suis très intégré à la communauté d'entrepreneurs américaine parce que via les conférences. Je suis surtout partie d'un mastermind extrêmement bien connecté. C'est le mastermind de Jeff Walker, donc l'inventeur du lancement orchestré. Donc j'y vais 3 fois par an pour ça. Je participe aussi à l'événement qu'il organise Jeff Walker en marge d'un des masterminds. Donc ça me permet de rencontrer énormément d'entrepreneurs. Ensuite, depuis 2010, j'y vais 3-4 fois par an et du coup, ça m'arrive d'aller dans les événements. Là, en l'occurrence, donc Tim Ferriss, c'est un peu long, je l'explique après, mais Pat Flynn, simplement, j'avais fait un article sur lui dans Blogger Pro où je parlais de mes 5 influences dans le monde anglo-saxon. Il y avait Pat Flynn. Et à l'époque, Pat Flynn, je crois que c'était 2010, fin 2010, il n'était pas du tout aussi connu qu'aujourd'hui. Et il a juste vu un pic de trafic arriver de mon blog. Il est venu commenter. Et du coup, on s'est mis en contact comme ça. Et je lui ai dit, tiens, je vais passer à San Diego où il vit, à tel moment, si tu veux, on se voit, tu vois. Puis voilà. Donc, des fois, tu te demandes et ça marche, tu vois. Et Tim Ferriss, là, par contre, c'était une démarche extrêmement stratégique de ma part. C'est-à-dire qu'en fait, de toute sa vie d'auteur de la semaine de 4 heures, il a organisé une seule fois un événement et j'y étais. Donc, c'était Open the Kimono à San Francisco en 2011. Je me suis inscrit, c'était $7 500 prix de base pour y aller. Non seulement l'événement était extraordinaire, mais une fois sur place, en gros, je me suis assuré que, je lui ai dit, j'aimerais beaucoup t'interviewer. Et ça n'a pas été facile d'ailleurs, parce que Tim Ferriss, il a quand même érigé sa vie autour du concept qu'il n'est pas joignable, tu vois. Et puis, c'était déjà en 2011 une méga star, tu vois. Il encore plus aujourd'hui, mais déjà à l'époque, c'était un truc de fou, quoi. Et donc, moi, en tant que petit blogueur français, c'est même pas son marché principal et tout, clairement, ils sont foutés complètement de l'audience que je pouvais lui ramener. Donc, c'est tout. Je lui ai dit, voilà, j'aimerais beaucoup t'interviewer, ça va prendre quelques minutes seulement. Il m'a dit, ouais, ok, d'accord, machin. Bon, je sentais pas un enthousiasme délirant, si tu veux. Et puis, donc, il m'a dit, le lendemain de l'événement, le matin, on se retrouve dans le lobby, on fait ça, il n'y a pas de problème, tu vois. Donc, je me retrouve dans le lobby le matin à l'heure dite et il est pas là. J'attends 10-15 minutes, il vient pas. Je fais bon, il m'a posé un lapin. Et là, je me dis bon, qu'est-ce que je fais parce que j'ai pas son email, j'ai pas son téléphone. Toi, c'est Tim Ferriss. Ouais. Donc, c'est tout. Je me suis dit il doit dormir dans le même hôtel que moi, tu vois, dans l'hôtel de l'événement. Donc, je vais à la réception. Je dis est-ce que je peux passer un coup de, vous pouvez appeler la chambre de Tim Ferriss, s'il vous plaît, tu vois. C'est un truc classique, hein, ils font ça souvent. Et donc, c'est ce qu'elle a fait, la réceptionniste. Je tombe sur sa copine. Et je lui dis, voilà, j'avais rendez-vous avec Tim Ferriss, mais il n'est pas là. Elle me dit, ah oui, il est en train de dormir à côté, attends. Là, tu entends qu'elle discute, tu vois. Elle me dit, ouais, c'est bon, il arrive, tu vois. Bon, je fais, OK. Donc, il arrive, genre 10 minutes plus tard. Il me fait, OK, bon, on fait le truc pendant 5 minutes, tu vois. Je lui dis, ah non, 5 minutes, c'est trop court, come on. Il me fait, non, tu m'as dit 5 minutes. J'ai dit, non, j'ai pas dit 5, j'ai dit a few. Tu vois, donc déjà, tu vois, de négociation. Bon, finalement, on est parti sur 10 minutes. Et puis voilà. Puis finalement, dans l'interview, il était très content de partager
ça, quoi. Ça a duré un peu plus longtemps. À un moment, tu vois, mon téléphone sonne, les gens croyaient que quelqu'un m'avait appelé, mais c'est parce que j'avais mis le chronomètre sur 10 minutes parce que c'était la négo avec Tim, quoi. Et voilà, donc la petite histoire, voilà, pour rencontrer, pour interviewer quelqu'un qui est vraiment au-dessus de vous dans la chaîne alimentaire, qui est vraiment au top, faut aller à ces événements et savoir insister de manière aussi pas lourde, hein, mais polie, rappeler les engagements et tout ça. Il faut pas se vexer, je veux dire. Voilà, il est tellement sollicité, il y a tellement de trucs, tu vois. Moi, je le vois parce que parfois, tu vois, je vois dans des événements, il y a 50 personnes qui me parlent. Voilà, ça peut paraître un peu arrogant de dire ça, mais c'est la vérité. Les 50 personnes vont se rappeler de m'avoir parlé, mais moi, je vais pas forcément rappeler tout le monde, tu vois. Donc, il faut se mettre à la place des gens. Tim Ferriss, c'est pareil, c'était son événement. Tout le monde lui a parlé, tout le monde voulait son attention. Il faut savoir comprendre que, voilà, on est dans un cycle où on est un peu en dessous et il faut s'adapter, tu vois. Donc, c'est aussi l'ego parfois qui bloque beaucoup de gens et qui font « Ah là, l'enfoiré, il est pas venu me voir alors qu'il y avait un rendez-vous avec moi, allez, je me casse », tu vois. C'est stupide, ça, c'est pas productif et il n'y a pas de raison. C'est une anecdote géniale pour terminer. Juste, j'ai 3 petites questions que je pose à tout le monde pour boucler ces interviews. Oui. La première, c'est si tu pouvais revenir dans le temps et donner un conseil à ton toi-même de 20 ans, qu'est-ce que tu lui dirais? Donc, de 20 ans, donc c'était en 2001. Je dirais tellement de choses. Déjà, je lui filerais mon bouquin, je lui dirais tiens, lis ça, ça va t'aider parce que justement, je l'ai écrit pour toi en fait. Ouais. Parce que c'est ça en fait, je l'ai écrit pour mon moi de 19-20 ans qui a créé sa première boîte. Donc voilà, bon après, si t'as pas le droit de ramener un objet, que tu peux juste ouais, dire y a pas de règle, hein, c'est pas. C'est génial. Non, attends, dans ce cas-là, je lui donne un livre d'histoire de la création des entreprises et je lui dis investis dans Google, machin et tout. Mais bon, là c'est trop facile. On va dire, je dirais intéresse-toi de plus quand même au web. Intéresse-toi plus déjà maintenant à ce que les Américains font et surtout, lis des bouquins pratiques. Parce que j'ai toujours adoré lire en fait, mais pendant, voilà, je te dis, c'était la plus grosse erreur de ma vie. Pendant 8 ans, j'ai pas lu de bouquins pratiques de business et ça a été, j'ai perdu un temps fou avec ça, quoi. Pourquoi tu lisais pas ces bouquins? C'était quoi l'élément psychologique qui faisait que tu n'allais pas aller chercher cette info? Non, mais attends, j'avais pas l'idée de le faire. Mais c'est ça, c'est aussi un truc que je reproche au système éducatif, si tu veux. C'est qu'on n'encourage pas suffisamment les gens à apprendre par eux-mêmes. Même pas du tout. Tu as tellement de gens qui sortent du système éducatif avec un diplôme et ils sont persuadés, souvent plutôt inconsciemment, qu'en fait, ils n'auront plus jamais besoin d'apprendre de toute leur vie. Mais c'est tellement une erreur. Ça l'était déjà il y a 100 ans, mais ça l'est encore plus aujourd'hui parce que tu peux garantir à personne que son métier existera encore dans 20 ans ou surtout qu'il existera avec la même forme. Je veux dire, il y a 20 ans, on était en 98, tu te rends compte? En 98, les téléphones portables, ça venait juste d'arriver. C'était des écrans gris, tout moche. Tu jouais à Snake, c'était n'importe quoi. Internet, il y avait même pas la DSL. Enfin, c'était un autre monde. Je veux dire, il y avait pas Facebook, Google, YouTube. C'était il y a 20 ans seulement. Imagine dans 20 ans, il y aura des tas de trucs qui nous paraîtront évidents qu'on n'a pas aujourd'hui. Donc, tu vois, c'est super important d'apprendre tout au long de sa vie. Et voilà. Une des clés pour ça, c'est de lire des fucking bouquins. Les bouquins, c'est la meilleure manière de te connecter au meilleur cerveau du monde pour un prix absolument dérisoire. Et non seulement au meilleur cerveau vivant, mais aussi au meilleur cerveau mort, tu vois. Voilà. Donc, j'avais pas ce réflexe. Dans ma tête, il n'y avait pas la connexion de ça va m'apprendre des trucs. Et j'avais aussi, comme je te disais tout à l'heure, cette arrogance de me dire ouais, c'est bon. Tu vois, je suis super chaud. J'ai créé ma première boîte à 19 ans. What the fuck, tu vois. Je suis the guy, tu vois. Et ça, c'était aussi une erreur d'ego, quoi, hein, finalement. Donc, c'est aussi ce qui m'a incité d'ailleurs à créer mon premier blog à succès des livres pour changer de vie, c'est que je me suis dit, cette erreur que j'ai faite, il y a des tas de gens qui la font encore, qui n'ont pas fait la connexion. Et ça, c'est une de mes plus grandes fiertés, tu vois. Tu peux pas savoir le nombre de personnes qui m'ont dit et qui me disent encore, merci Olivier, parce que tu m'as incité à me mettre à la lecture et ça a changé ma vie. Tu vois, ce que je dis toujours aux gens, regardez autour de vous, vos amis, vos collègues, votre famille. Qui prend le temps de lire des livres pratiques? Et la réalité pour la plupart des gens, c'est que non, ils ne lisent pas. C'est vrai. C'est facile à constater, tu vois. C'est très facile à constater. Alors quand on vit comme nous dans un milieu d'entrepreneurs, c'est fréquent de lire des bons bouquins. Mais dans une vie normale, entre guillemets, c'est ça la réalité. Les gens le regardent à la télé, ils lisent pas de bouquins. Donc ouais. Voilà, j'avais juste pas fait la connexion et j'avais cette arrogance et tout ça. Et il a fallu que je tombe sur un bon bouquin qui m'a mis une baffe et un deuxième bouquin qui m'a mis une deuxième baffe pour que je me rende compte d'à quel point c'était une connerie. Tu vois, je dirais exactement ça à mon moi de 20 ans en me disant fais pas la même connerie que moi et tu vas gagner beaucoup de temps. Justement, ma deuxième question,
c'est est-ce qu'il y a un livre que tu recommandes souvent? Et au-delà, du coup, des livres dont on a déjà parlé, donc le tien, La semaine de 4 heures, E-Myth. Oui, parce que la semaine de 4 heures, j'en parle à peu près 18 fois par jour. Hein, donc, Ouais. voilà. Est-ce qu'il y en a un autre? Écoute, il y a quand même, alors c'est ça qui est intéressant, il y a quand même un livre pratique qui a changé ma vie avant la semaine de 4 heures. C'était pas un livre de business, donc du coup, ça m'a pas créé la connexion de lire des livres de business. C'était un livre c'est toujours un livre sur la santé d'ailleurs, qui a un nom un petit peu racoleur en français, ça s'appelle Serons-nous immortels? Donc de Ray Kurzweil, qui est d'ailleurs aujourd'hui le responsable de l'intelligence artificielle chez Google, et Terry Grossman. Et en gros, ce livre, bon, il parle, tu vois, c'est très transhumaniste. Il part du principe que il faut vivre suffisamment longtemps pour pouvoir bénéficier de technologies qui vont faire en sorte que tu vis très longtemps. Mais le but principal du livre, c'est on vous donne le meilleur de la science d'aujourd'hui pour que vous puissiez vivre le plus longtemps en bonne santé avec la meilleure énergie possible. Et ce livre, bon, il date de 2004, donc il y a certaines choses peut-être qui ont évolué, mais il donne quand même les bases. Il te fait comprendre qu'est-ce que tu dois faire pour vivre sainement, bien manger, tout ça. Et je veux dire, je revenais de loin. Avant d'avoir lu ce bouquin, je pensais que manger une pizza, c'était équilibré, quoi. Enfin, c'était n'importe quoi. Bah, il y a des légumes, hein. Il y a des tomates. Non, mais je me disais ça. Je me disais, c'est bon, il y a des légumes, c'est équilibré. What the fuck? Putain, ça me fait tellement halluciner. Je revenais de loin, tu vois. Mais c'est ça aussi, le point de vue de la plupart des gens, c'est ça, tu vois. Ils ont aucune connaissance. Et il faut lire au moins un, et si possible plusieurs, bons bouquins sur la santé. Mais alors, le problème de la santé, c'est que les spécialistes sont pas d'accord entre eux, il y a beaucoup de contradictions et tout ça. Donc, il faut lire un bouquin qui te donne les bases. Tu ne faut pas lire un bouquin qui te parle d'un truc un peu controversé. Pour moi, déjà, le régime paléo, par exemple, c'est controversé, tu vois. Il y a des gens qui vont dire, ouais, ça marche, d'autres ça marche pas, machin. Il faut déjà lire un truc avec les bases, tu vois. Et il y a quand même des bases qui ont été établies où il y a quand même un gros consensus scientifique du genre, faut manger quand même pas mal de légumes, sans devenir forcément végétarien, mais pas mal de légumes. Faut faire attention avec le sucre. Le sucre, c'est le number one, le truc qui te donne le diabète avec potentiel de cancer, etc. Faut faire du sport, faut faire de la méditation. Tu vois, les bases, mais aussi t'expliquer pourquoi. Qu'est-ce que ça te fait si tu fais pas ça? Tu vois, les maladies cardiovasculaires, parce que finalement, les deux plus grands risques de mortalité, c'est maladies cardiovasculaires et cancer. Donc, quand tu apprends et puis diabète aussi, voilà, c'est les 3 grandes maladies aujourd'hui. Donc, quand tu apprends les gestes simples du quotidien à faire pour prévenir un maximum ça, bon, bah, déjà, tu diminues fortement tes risques, tu augmentes ton espérance de vie et aussi, tu fais en sorte que tu as un corps sain, un esprit sain dans un corps sain, tu vois. Donc voilà. Donc, il y a Sur nos immortels, il y a aussi Anti-cancer de David Servan-Schreiber que je recommande, qui est aussi une bonne base. Voilà. Après, voilà, tu en demandais un seulement, donc le voilà. Ouais, donc j'en ai eu 2. J'ai eu un bonus. Troisième et dernière question pour terminer. Est-ce que tu as une citation ou un proverbe qui te vient souvent à l'esprit? Bah, déjà, un que j'aime bien quand même, une citation que j'aime bien, c'est il vaut mieux fait que parfait et il vaut mieux fait que pas fait. Ça résume bien le concept de ma philosophie et ce que j'enseigne, Lean Startup, Action, tout ça. Ok, super, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Olivier d'être passé sur le podcast. Et puis, merci à toi Stan. C'était un plaisir. Merci à toi, ciao ciao. Merci d'avoir été avec moi jusqu'à la fin de cet épisode. Pour terminer l'épisode, j'ai 2 petits appels à l'action à vous faire. La première chose, c'est que si vous appréciez l'émission et que vous n'avez jamais encore laissé une évaluation sur la plateforme de podcast de votre choix, ça peut être iTunes, Apple Podcasts, Stitcher ou autre, ça me ferait grand plaisir et ça me donne un grand coup de main si vous preniez vraiment, ça prend 1 minute, juste pour me laisser une petite évaluation 5 étoiles ou 1 étoile si vous pensez que j'ai vraiment fait un mauvais épisode. À vous de voir, à vous de choisir une petite évaluation, quel que soit le nombre d'étoiles, pour me dire ce que vous avez pensé du podcast. Ça aide vraiment énormément le podcast à continuer à se développer. Il faut dire que le podcast actuellement commence vraiment à toucher de plus en plus de monde. C'est un podcast que j'ai commencé en 2015 et là, il est vraiment au top de son auditorat et ça fait plaisir de voir que l'émission continue à vraiment bien progresser et que je commence à pouvoir inviter de plus en plus de monde et voilà, je me suis remis sérieusement à me concentrer sur le podcast pour pouvoir vous publier des épisodes de manière régulière. Donc si c'est une démarche qui vous fait plaisir de revoir le podcast Marketing Mania de manière régulière, faites-le moi savoir en me laissant une petite évaluation 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. Deuxième chose, c'est qu'on a parlé avec Olivier dans ce podcast pas mal d'efficacité
et de comment est-ce qu'Olivier arrive à accomplir beaucoup de choses en peu de temps. Évidemment, pour lui, son équipe joue un rôle. Quand vous démarrez, vous n'avez pas nécessairement une équipe en place pour vous faire toutes ces tâches-là. Et donc, il faut vous-même pouvoir être discipliné dans vos tâches, pouvoir être motivé, pouvoir combattre la procrastination et aussi pouvoir être stratégique dans ce que vous allez choisir de faire, dans les actions que vous allez faire qui vont avoir un vrai effet de levier pour vous amener au niveau suivant et pas perdre trop de temps à faire des choses qui vont pas avoir d'impact. Et en fait, quand je vois des nouveaux entrepreneurs, bien souvent, ils vont faire plein d'actions qu'on leur a dit de faire sur les blogs, sur les podcasts, sur les chaînes YouTube et ils font pas forcément la démarche de vraiment se poser la question de qu'est-ce qui va faire cet impact énorme sur mes résultats. Et pour vous expliquer tout ça, pour à la fois combiner la partie comment est-ce que je me discipline, comment est-ce que je me motive, comment est-ce que je m'organise, et à la fois la partie de la vision stratégique, comment développer une vision stratégique, comment choisir les bonnes actions à faire pour vraiment avoir un impact sur vos résultats dans la vraie vie, j'ai créé une petite formation gratuite qui s'appelle « Comment devenir un entrepreneur productif », qui parle de comment est-ce que vous allez pouvoir développer cette discipline personnelle qui est nécessaire pour tout entrepreneur qui doit être son propre patron, et comment est-ce que vous allez pouvoir développer cette vision stratégique de manière à prendre les bonnes actions et avancer, même si vous avez un nombre d'heures limité dans la journée, ce qui est le cas essentiellement de tout le monde. Vous pouvez retrouver cette formation gratuite à l'adresse marketingmania.fr/productif. Pour devenir un entrepreneur productif, je vous redonne le lien marketingmania.fr/productif. Merci à vous d'avoir été avec moi jusqu'au bout de ma petite page de pub et je vous retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode du podcast Marketing Mania.